Alors qu'on soit encore une fois clair, les millionnaires, quand on est millionnaire à 30 piges, on est un gros assisté de sa grand-mère l'assisté. Littéralement, mais c'est de l'assistanat puissance 10 000. Bienvenue dans CKR, votre rendez-vous préféré chez Kevin Razi pour l'épisode 14, toujours de bonne compagnie, ça veut rien dire ce que j'ai dit, avec Dr H à mes côtés, Hamza qui est là. Salut. Toujours content de voir Hamza. Il y a Mani le chat qui sera sûrement sur la table comme d'habitude. Derrière la caméra, ma chérie qui réale et qui monte, c'est Gaël Canicagnan. Allez checker sa chaîne YouTube, Gaël Canicagnan, les épisodes de Mask Off. Il y en a un prochain qui arrive bientôt en plus avec, je peux dire l'invité ou t'as pas annoncé, Tony Anderson qui est un joueur de foot US qui joue au Rhein-Fire, c'est en Allemagne, mais qui est passé par la NFL et le parcours est ultra inspirant. Et je vous présente pas d'autres personnes parce que là, voilà, on est en effectif. Là, c'est l'équipe d'astreinte. Voilà. C'est ça. C'est l'équipe d'astreinte parce qu'on a décalé le jour de tournage. Là, on tourne déjà en journée et là, on tourne un lundi si vous voulez tout savoir. Donc, vraiment, pour le coup, j'ai oublié de lancer le petit chronomètre. Non, ça y est. Alors. On va commencer déjà comme d'habitude à vous inviter à continuer de nous écouter et merci pour tous les messages. On va lire certains messages. Merci de la force que vous nous donnez. Continuez à partager à votre entourage, etc. Si vous êtes sur des plateformes, que ce soit Apple, que ce soit Spotify ou Deezer, vous mettez 5 étoiles, vous vous abonnez si c'est Apple parce que vous pouvez pas mettre d'étoiles si vous abonnez pas et comme ça au moins ça nous permet de remonter, ça donne de la force au podcast et plus on a d'écoute, plus on est content et plus ça nous permettra aussi de créer cette indépendance, d'avoir encore plus de liberté dans nos discussions. D'ailleurs, merci à ceux qui ont rejoint la chaîne, les subscribers sur YouTube. On en a 5. Ça monte petit à petit et franchement, merci beaucoup. Donc, vous avez la chance de pouvoir voir les épisodes avant les autres. On essaie d'aller au max à chaque fois et de pouvoir les sortir très rapidement. Et on va vous permettre aussi de pouvoir discuter avec nous dans un groupe. Là, on a créé un groupe Telegram. Mourad a lancé le truc où on va balancer les sujets. Vous pourrez commenter les sujets si ça vous intéresse ou pas, ou s'il y a des sujets que vous préférez aborder plus que d'autres. Ce groupe Telegram, on va le mettre à disposition des gens qui sont abonnés à la chaîne YouTube dans un premier temps. Normal, hein, on récompense ceux qui nous permettent de vivre et surtout de créer de l'indépendance à cette chaîne. C'est très important. N'oubliez pas qu'il y a toujours nos livres. Fake News, évite de tomber dans le piège qui est là, qu'on a écrit avec Hamza, qui est disponible partout en librairie. Science Flix aussi, notre autre livre sur les sciences humaines à travers le prisme des séries et des séries télé tout simplement et on a aussi Passeport d'Alexis Michalik, la pièce dans laquelle je joue actuellement et Hamza nous a fait l'honneur de sa présence hier. En plus il est venu au théâtre de la Renaissance. C'était trop merci, bien. J'étais trop vraiment content. vraiment. Et dans l'équipe tout le monde était content de te voir parce qu'en plus il a lancé la standing ovation et tout, alors franchement merci. On fait pas les choses à moitié, j'ai envie de te dire. Non, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas fait de commentaires depuis qu'on fait l'émission, parce que je commente pas ce que j'ai pas vu. C'est vrai, tout simplement, tu vois, c'est pas parce que je te kiffe que je vais tout de suite dire tu vois, vraiment. Et non, c'est une pièce, franchement c'est une pièce indispensable à voir. Elle représente beaucoup de choses et je disais, je rigole pas, j'ai même envie d'écrire un truc là-dessus parce que c'est à la fois tant sur le sujet que sur la forme, c'est-à-dire le casting, comme on dit, diversifié, hein. Certains comprendront ce que ça veut dire, hein, et d'autres comprendront pas, évidemment. Mais c'est clair. C'est parce que le thème, la manière dont c'est traité, dont c'est interprété, la manière dont c'est touchant, parce que justement, comment on arrive à réhumaniser les parcours de migration et donc les migrants, hein, qu'il est plus intéressant d'appeler expat, hein, quelque part. Ouais. Tu vois, hein, parce que quand c'est des Français à l'étranger, c'est des expats. Qui ont pas mal de thunes. Donc non, vraiment, c'est un sujet qui est nécessaire, qui est salutaire et qui est trop bien interprété, mais vraiment, je veux dire, c'est pas parce que c'est juste mon pote là, non, je rigole pas, j'ai vu l'équipe et tout, c'est incroyable ce qu'ils font et ce qu'ils donnent, et ouais, non, faudrait que les écoles aussi puissent y aller, ça c'est vrai, ça serait top, on disait, vraiment. Mais franchement, ça serait top qu'on voit avec les abonnés ce qu'on avait dit là, tu vois. Ouais, ce serait bien. Ceux qui s'abonnent à la chaîne YouTube, qui nous donnent de la force là, avec en cliquant sur rejoindre, on s'était dit que ce serait cool de vous offrir aussi ce petit cadeau, à savoir que ce spectacle là, franchement, Dieu merci, il marche très bien. Donc ça se remplit de ouf, c'est complet depuis le début et donc c'est pas facile d'avoir des places et moi j'ai la possibilité de vous mettre des bonnes places mais pour 20 € au lieu de 42, de 50 voire de 60 pour les catégories or.
Et je me dis, bah voilà, ceux qui ont fait, qui font ce petit effort de nous soutenir, on peut à notre tour voilà, faire un petit cadeau. Donc n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, on va créer ce groupe. J'essaie juste de voir avec YouTube, en fait, tu vois, ils permettent de faire un truc, un channel spécifique pour parler avec les gens qui sont abonnés à ta page. Mais c'est que si tu fais des lives. Donc en fait, moi je croyais que c'était un truc qui allait me permettre de... Et donc je vais renvoyer parce que je parlais avec le gars et puis il a mis du temps à me répondre. Je vais leur envoyer un message pour savoir s'il n'y a pas moyen d'envoyer des mails ou des messages directement à ceux qui sont subscribers, pas les abonnés, hein, mais juste les subscribers. Comme ça, au moins, on peut rentrer en lien et puis je peux leur filer le lien Telegram et machin. Mais en tout cas, ouais, on va faire ça. J'ai trop envie que vous puissiez voir aussi la pièce et me donner votre ressenti parce que c'est nécessaire. En plus, dans le théâtre privé, c'est très rare d'avoir un cast diversifié, d'avoir ce type de thématique abordée et que ce soit bien. Que c'est pas juste c'est cool, il y a de la diversité. Non, c'est que c'est une dinguerie. Non, c'est franchement Alexis Michalik, il a fait un taf de ouf. C'est trop bien écrit. C'est bien écrit. C'est vraiment trop bien écrit. C'est impressionnant. C'est drôle, c'est touchant. Vous allez tourner ou pas? Est-ce que vous allez quitter Paris? À partir de janvier 2025. Ok, ouais. De janvier à mai. Ok, parce qu'on a des gens de la province, comme on dit. Ouais. J'ai fait le gros parisien, désolé. Non, mais on va se déplacer. On va se déplacer, vous inquiétez pas. C'est pour savoir. De janvier à mai 2025, peut-être même jusqu'à juin, il y aura pas mal de dates. Il y aura pas mal de dates et peut-être même en dehors, je l'espère, aussi de France, parce que il y a des pièces d'Alexis qui ont déjà été jouées à San Francisco. Là, actuellement, il y a le porteur d'histoire d'Alexis Michalik à Tunis, en Tunisie, qui est en train de jouer. Trop bien. Ils ont déjà joué au Liban avec certaines pièces. Ils sont même allés jusqu'à Tahiti avec certaines pièces. Non, mais dingue. Donc, si ça peut s'exporter, c'est encore mieux. Puis en plus, il y a des pays ou alors des départements ou des territoires d'outre-mer où ce serait cool, tu vois, d'avoir aussi ce type de projet. Voilà. Bah, en tout cas, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. On va lire un peu vos réactions avant de commencer l'émission. Le thème principal, ça va être le hip-hop et notamment la danse hip-hop. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a un moment, il y a une levée de bouclier en ce moment dans le milieu du hip-hop par rapport à ça, et je vais vous expliquer juste après, on va en parler. D'abord, vos petites réactions, elles sont trop chou. Il y a Martin Camille qui dit... ou Camille Martin, je sais pas, qui dit toujours aussi fan de ce podcast, j'en parle beaucoup à mon entourage et donne aussi les références de livres que j'ai pu acheter entre temps. Là, je viens de prendre le Science Flix, mais le dernier épisode sur l'anarchie, entre autres, était génial et fait du bien. Vous êtes mon rendez-vous du mardi préféré après une bad news pour me détendre en rentrant du boulot. Bien, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Adorable. Merci mille fois. Envoyez-nous, commentez, n'hésitez pas, parce que nous on essaye de lire à chaque fois les commentaires, on les lit tous et puis on en parle après dans les émissions qui suivent, donc c'est cool. Et ça fait plaisir j'allais dire, ça fait vachement plaisir de voir qu'il y a des commentaires où les gens cherchent. Parce que tu vois, nous on essaie de faire le truc rigoureux, qu'on soit bien clair, mais évidemment que on peut des fois, moi souvent ça m'arrive pas mal de se tromper sur des chiffres etc. Et c'est très bien parce que de toute façon, pour moi le principal c'est que vous allez chercher. Que vous n'êtes pas là à boire les paroles. Parce que c'est vrai que souvent on a tendance sur les réseaux, quand tu t'aimes bien quelqu'un, après tu as tendance, quand sa commu grandit, à prendre cette place de gourou, alors que c'est pas le but. Non, le but c'est d'être challengé. Ah mais totalement. Et il y en a plein. Il y en a plein. Mais moi même parmi mes potes qui me challenge et tout en DM, c'est marrant. Là on parlait d'EDF, parce que pareil, tu vois, sur EDF, en plus c'est marrant parce que c'est clivant, en général les gens répondent mais ils sont pas forcément d'accord avec nous. Et ça débat de fou. Et c'est ça, franchement, trop bien, merci beaucoup. Mais sur EDF, il y en a plein qui m'ont dit en vrai, c'est l'argent, il faut, faut pas croire que parce qu'ils ont augmenté, s'ils font des bénéfices, c'est pour combler d'autres choses, machin, bref. Il y a plein de gens qui étaient pas d'accord. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Il m'a dit: salut Kevin, je travaille dans l'énergie, je peux tout expliquer sur ça si tu veux. C'est une chose assez folle en réalité. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Il me dit, en gros, déjà EDF ont environ 50 à 60 milliards d'euros de dettes. Et la hausse du prix de l'électricité chez EDF, c'est pour financer les boucliers tarifaires durant la crise de l'énergie. En plus, la crise a commencé avant la guerre en Ukraine. C'était à cause notamment de la fermeture de certains réacteurs sans solution de production d'électricité. Pour revenir à la hausse du prix chez EDF, c'est étrange parce que le prix de l'électricité sur le marché continue à baisser. Le gars est dans l'énergie. J'ai fait du Pascal Pro. Mais tout le monde le sait, il l'a dit. Si lui, il l'a dit, mais on le dit. On le dit. Non, mais
C'est intéressant, tu vois. C'est comme quoi tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout rose. Évidemment, nous, on était là en train de dire, bah tiens, les 10 milliards qui manquent, ils peuvent les prendre dans les bénéfices. Mais là, tu vois, il vient de nous dire que les gars étaient endettés. Et c'était juste illustratif. En plus, tu as deux choses. La première, c'est que on n'a pas parlé. Vous imaginez bien qu'une heure déjà à la base, non, c'est pas suffisant pour tout ce qu'on dit. Hein. Donc ça, vraiment, soyez certains de ça. Mais de deux, le truc, c'est oui, on n'a pas parlé par exemple de l'Europe, et de la tarification qui s'est calée sur le gaz par des conventions européennes, que d'ailleurs même notre magnifique ministre avait même au début dénoncé, puis après il a dit non, mais finalement c'est l'Ukraine. Ouais, allez, voilà, laissez tomber, il n'y a plus rien à voir. Donc en fait, bien sûr, il y a énormément de douilles. Ça serait bien de pouvoir l'approfondir, peut-être qu'on le fera. Ouais. Mais voilà. Et pareil pour la question de la dette. Alors qu'on soit bien clair sur une chose, parce qu'on dit la même chose que ce soit pour EDF ou même pour la France, de manière générale. Attention, hein, dire qu'un pays ou une personne ou une structure est endettée, ce n'est pas une information pertinente. Je vous le dis, ce n'est pas du tout une information pertinente. Le Japon a une méga dette. Voilà. Sauf que le Japon est archi puissante économiquement. Donc en réalité, c'est comme si vous rencontrez quelqu'un qui a un appartement de 500 000 balles. Bah en fait, si vous dites qu'il touche, disons, allez, 2500, bah vous allez dire, mais c'est nul 2500, il est super endetté, il a 500 000 balles de crédit. Sauf que bah, il doit pas payer les choses en un seul mois. C'est ça le principe d'une dette. Une dette, c'est lissé, c'est sur du temps. Donc, quand on dit par exemple que la dette de la France, il me semble qu'on est, j'ai plus le chiffre en tête, hein, donc je vais pas le dire maintenant, mais vous allez le retrouver facilement. Bah, en réalité, on le rembourse, faut comprendre. Et c'est sur du temps lissé. Ça, c'est pas un jour et quelqu'un qui va dire, il faut lâcher les 2 milliards. Non, ça n'existe pas de faire ça. Et donc, c'est pour ça que c'est la même chose quand on dit même pour EDF, même pour n'importe quelle entreprise. Il y a encore une fois, des grands pays comme des grandes entreprises qui s'endettent, mais c'est des prêts. Et en fait, ils les amortissent d'une manière ou d'une autre. Après, des fois, évidemment, ils peuvent prendre de très mauvaises trajectoires, ça c'est certain, mais ça c'est encore autre chose. EDF, c'est pas ça qui la menace, hein. C'est pas la faillite qui la menace, qu'on soit clair. Mais il y avait un président, alors je sais pas si c'est un président, non c'était un ministre algérien, j'ai vu un extrait il y a pas longtemps là, qui parlait parce que c'était un journaliste qui disait mais oui l'Algérie a pas de dette, donc c'est bien, et puis il avait répondu, mais vous savez ça veut rien dire, il disait par exemple... vous prenez quelqu'un qui vit dans la rue. Bon, il a pas de dette. Mais vous prenez les Rothschild, eux, ils sont endettés à milliards. Il dit, et pourtant, qui est le plus riche des deux? Non, mais après, voilà. Ça posera toujours la question de c'est quoi la richesse, tu vois? Ouais, c'est ça. Est-ce que la richesse, c'est avoir une grosse fortune, mais dépendante? Parce que justement, par exemple, t'as un château, une grande maison à 2 millions. Tu vois, tu l'as pris par crédit. Donc c'est vrai, c'est stylé 2 millions, ta maison elle est géniale et tout, stylé, c'est super, et t'es en train de le rembourser. Donc on peut te dire, ouais, là, franchement t'es bien. Sauf qu'en vrai, t'es dépendant. Parce que si t'as plus les moyens de rembourser ton crédit, tu vas avoir quelques petits soucis. C'est vrai. Alors que effectivement, si t'as par exemple une maison dont la valeur, par exemple même la valeur de bâti, c'est 50 000 balles, et que tu l'as payé en cash, là pour le coup, t'as peut-être une petite maison, on peut dire, mais c'est la tienne. C'est la tienne. Et t'es indépendant et tu peux même arrêter de travailler, tiens, quand on en parlait. Tu vois, parce que j'ai pas besoin de la repayer. Donc tu vois, c'est ça le. Je pense que le moment où tu payes plus ton chez toi, c'est le moment où ça y est, tu commences à vivre. Hein. Ouais, là vraiment. Moi, je me dis, je m'enlève mon crédit d'appart. Là, on vit quoi. Et dis-toi qu'il y a des gens qui connaissent pas ça. Ouais. Et que quand on parlait justement des chiffres, des revenus, alors ça aussi, un rappel important. Il me semble en plus que j'ai donné des chiffres qui datent de 2015, je crois, ou 2017, donc ils sont vieux. Mais 400 € de différence, les amis, en gros, le salaire médian. Ouais. Donc le salaire médian, c'est important de comprendre. Hein. Le salaire médian, c'est que 50% de ceux qui travaillent touchent moins et 50% de ceux qui travaillent touchent plus. Ça veut dire que, en fait, c'est plus caractéristique qu'une moyenne. C'est plus clair qu'une moyenne. D'ailleurs, une moyenne, encore une fois, c'est connu, on en verra sur le React. C'est que, en fait, concrètement, quand on vient sur le salaire médian, ça veut littéralement dire que t'as la majorité de la population en fait qui touche moins de, donc c'est pas 1550, il me semble c'est 1900 et quelques. J'ai vu dans notre commentaire des bons débats, hein, c'est intéressant. Les gens ils pètent les plombs un petit peu entre eux, mais c'est pas grave. Faites-vous plaisir. Mais là où c'est important, c'est que justement ce qu'on est en train d'expliquer, et même quelqu'un a fait un commentaire là-dessus on avait un peu notre réflexe de Parisien. Non, je considère que 1550 ou 1921 et même 3000 balles, c'est nul. Dans le sens, c'est pas nul, vous êtes nul parce que vous touchez ça, hein, qu'on soit clair. C'est nul, vous ne méritez pas ça. En fait, même littéralement, toute personne qui travaille ne devrait pas mériter ça. Oui, je suis littéralement pour mesures transitoires, parce qu'on pourrait penser à autre chose. Mesures transitoires, ça serait en fait que, mais pour moi, c'est un minimum 3000 balles. Hein.
Ah, moi, je suis pour le SMIC à 3 000 balles. Et encore, je suis pour autre chose. Mais on va rester modéré parce que les gens, ils ont du mal un peu. Oui, l'argent tombe pas du ciel. La première fois qu'il m'avait dit le chiffre qu'il avait en tête pour le SMIC, j'ai fait ah ouais. Ouais, mais on peut largement, sans aucun. En gros, c'est pour ça que ce soit ça pour le revenu universel ou on augmente le SMIC, il y a aucun problème. Les gens sont. C'est ça qui est super intéressant. Croient réellement que. Oui, en disant l'argent ne tombe pas du ciel, il faut travailler pour. En fait, je peux vous assurer que non. En fait, la preuve, c'est ce que j'appelle la preuve par les milliardaires. La preuve par les milliardaires, je le dis très net, très clairement, aucun milliardaire n'a travaillé pour avoir son milliard. Alors, mais si, non, en fait, non. Parce qu'en fait, faites un truc tout bête, faites des divisions. Là, je vais pas faire le travail à votre place. Vous faites des divisions, calculez le volume horaire de travail effectué et de choses produites de la personne X pour avoir ses milliards. Vous verrez. Ah oui, pareil que si tu prends le SMIC horaire ou le machin et... Ah bah oui, c'est que là, à un moment donné, tu dis qu'est-ce qui a réellement mérité ? Et vous pouvez dire ce que vous voulez. L'idée géniale, une révolution conceptuelle, il a fait un truc avec ses 10 doigts, ce qui est super rare. Dites-moi, qu'est-ce que concrètement a justifié et permet de légitimer le fait que cette personne a un milliard ? Est-ce que c'est le fruit de son travail ? Ce n'est pas le fruit de son travail. Les milliardaires ne sont pas milliardaires par le fruit de leur travail. C'est par la spéculation. Mais évidemment. En fait, et surtout par la consommation également, qui nourrit aussi la spéculation. Bah oui, parce que en gros, si personne n'achète Coca-Cola, Coca-Cola n'aura aucune action qui tiendra la route. Tu vois, si personne n'achète d'iPhone, Apple va s'effondrer en bourse. Mais en même temps, on spécule, ce qui fait que ça fait gonfler l'entreprise. Donc ça c'est vrai. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est drôle parce que les gens, ils sont tout de suite préoccupés par les petites gens. Ah oui, donc les gens ils vont vivre des allocs. Alors déjà, je devais vraiment le dire plusieurs fois. J'en ai rien à battre que les gens vivent des allocs parce que justement, des gens vivent sur des milliards. Voilà. Arrêtons que les gens vivent sur des milliards et là, on pourra discuter un petit peu de tout le monde. Il n'y a pas de souci. Mais pas l'inverse. Arrêtez d'inverser les choses. Littéralement, quelqu'un qui touche 500 balles d'alloc, allez, même 1000 balles d'alloc, 2000 balles d'alloc, son ratio d'action est toujours plus légitime que quelqu'un qui a 1 milliard. Ah ouais ? Bah oui, parce qu'en fait, ne serait-ce que il fait un traf, il consomme. Je le répéterai tout le temps, il consomme. Or, même la consommation d'un milliardaire ne justifie même pas les milliards qu'il a. Il peut pas, en fait. Il peut pas. C'est des mathématiques de base. Oui, on peut pas dépenser 1 milliard mais c'est ça, en fait. En une vie. Et tu peux pas apporter à l'économie le milliard que tu as, en fait. Sauf si tu fais des grosses dépenses, mais à ce moment-là, cet argent ne lui appartient plus. Tu vois, c'est bizarre, en fait, en gros, quand on vient là-dessus. Ouais. Et quand on va là-dessus, c'est pour ça que c'est important, c'est que la question du travail mérite-salaire, c'est un mythe. Je vous le dis tout de suite, c'est un mythe. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire que le travail, c'est de la merde. Ça aussi, j'ai vu que ça n'a pas été bien compris. L'emploi, c'est que généralement, en fait, on est dans ce qu'on appelle la situation de production. Quand les gens disent oui, les chasseurs, machin, mais parce qu'on n'avait pas le choix. Alors, comprenez, en Australie, c'est un exemple, c'est un exemple illustratif. En Australie, on a réussi à développer une telle technologie qu'on a des immenses camions qui, je pense, drainent des 30 tonnes, un truc comme ça, enfin des tonnes en fait, des tonnes de minerais dans plein désert australien. En faisant des allers-retours, il n'y a pas de chauffeur. Il y a juste des employés dans des salles climatisées qui dirigent en fait, qui vérifient que toutes les opérations se passent très très bien. Et en fait, c'est là où je veux en venir. C'est que l'objectif, c'est de quitter la production. On est super balèze. Quand on a inventé la roue, vous pensez qu'on a fait ça pourquoi ? Parce que c'était chiant de tourner la meule. C'est tout. Donc quand on a inventé la roue, on a fait « Oh, c'est pratique, ça va faire ça à notre place. » Et puis on va la mettre sur de l'eau, et puis l'eau va faire ça à notre place. Et puis après, on a fait « mais quand ça tourne avec de l'eau, ça peut aller super vite. Et là, on peut même développer de l'énergie. » etc. Et en fait, c'est ça l'idée. Nous avons tout fait pour sortir des contraintes de la production, c'est-à-dire des contraintes de ce qui nous permet de manger et de vivre. Mais évidemment qu'on a besoin de faire des choses pour manger et vivre, c'est évident. Mais là aussi, c'est une contrainte. Tout comme ce qu'on disait pour les éboueurs, en fait, c'est évident que vous devez enlever les poubelles de chez vous. Parce que si vous les laissez s'accumuler, ça va mal se passer pour vous. C'est évident. Mais qui a envie de faire ça ? Personne. Et donc, pourquoi ce serait normal qu'un certain nombre de personnes désignées, pour X raisons, fassent toujours la même chose ? C'est comme à la maison, si quelqu'un, c'est toujours la même personne qui jette les poubelles. Ah, ça va pas être très cool, hein. C'est pas super sympa. Donc c'est ça l'enjeu, en fin de compte. C'est que libérons le plus possible les gens des tâches qu'on n'a pas envie d'accomplir et que j'ai pas envie que d'autres personnes accomplissent. Parce que ce que je veux pas pour moi, je le veux pas pour les autres. Et de l'autre côté, on émancipe en développant la créativité, l'intelligence, les productions qui sont comment dire,
utile et bienfaisante pour les uns et les autres. Donc encore une fois, bah, évidemment, comme les professeurs, les journalistes, les artistes, les soignants, parce que les soignants, il y a soigner dans la gravité, mais il y a tout un tas de choses. Laisse les soignants tranquilles dans le sens, paye-les super bien. Et oui, je vais être méchant, mais je parle des vrais soignants, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment sur le billard, qui sont là, qui sont en galère, etc. En l'occurrence, les infirmiers, les infirmières et les aides-soignants, les aides-soignantes, qui, franchement, c'est ignoble, en fait, comment ils sont payés. C'est une honte. C'est une force honte. à vous, parce que moi, j'ai des potes qui sont... Mais c'est une honte. Non, les franchement, soignants, c'est etc., abusé. c'est chaud. Hein. Ben oui, et pareil pour les profs qui sont en train de souffrir, alors qu'en fait, honnêtement, il y en a des milliers, des profs qui ont des idées de fous, qui ont des projets de dingue, mais concrètement, tu fais comment? T'as plusieurs classes de 25, 30 élèves, des fois c'est moins, des fois c'est plus, mais en même temps avec des rythmes, etc. Et on le sait, ça, des vraies réflexions sur l'école. On le sait que c'est pas tenable de maintenir des gamins toujours assis, etc., en galère. Enfin voilà, quoi. Il y a un moment, il faut changer. C'est quoi. Oui. Enfin, voilà, merci, mais c'est intéressant. Au sujet du travail, comme c'était le thème principal du dernier épisode, il y a Eleven in Paris qui dit petite précision, Gabriel Attal promeut la semaine en 4 jours et non 4 jours. Donc toujours 35 heures, mais en 4 jours. Rien à voir avec les études citées au UK ou en Belgique qui, eux, testent la semaine 4 jours. Voilà. La France, mesdames, messieurs, sémantique quand tu nous tiens, putain. C'est un truc de ouf. J'ai même pas capté ça. De l'enfer. Non, mais truc de l'enfer. Donc tu te retrouves à 35 heures en 4 jours. Vous êtes des grands malades mentaux. Hein. Ah non, mais vraiment. N'importe quoi. Mais vous devez. Mais c'est sûr qu'il les a jamais faites. C'est surtout ça. Mais oui, lui, qu'est-ce qu'il en sait, là, frère? Grave. La buse, la vie. Il a 1 million, il a 34 piges, c'est bien. Tu vois, lui, il a fait 34 heures en 1 an, tu vois. Ah non, mais c'est clair. Non, mais lui, là, bref. A tué qui dit travail, passion, je suis en plein dedans, les gars. 25 ans à bosser dans des jobs que je détestais pour tout plaquer et faire un truc que j'adore. Graphisme, vidéo, etc. Bravo, franchement. Il dit, mais au RSA, car si tu n'as pas de réseau, tu galères. Bien sûr. Honnêtement, 100% d'accord avec le fait que je bosse parce que je m'éclate et le manque de pognon est un problème technique et non existentiel. Absolument. Ouais. Étant en Cambrousse, en Cambrousse, 1500 balles et je suis le plus heureux des hommes. Millionnaire Balek, mais tellement. Et pour finir, je ne suis pas un mec de 25 piges plein d'énergie et d'enthousiasme. Non, je suis un daron de 55 piges qui un jour s'est dit, avant de crever, je veux faire un truc que j'aime, alors vas-y, je plonge. Bravo. Bon, même si ça pique quand on touche le carrelage de la piscine à la fin du plongeon. Oui, bravo. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Non, mais vraiment, bravo. Vraiment, ouais. Ça, c'est un magnifique et bel exemple. Ah ouais, vraiment. Trop bien. Ah ouais, trop bien. En fait, c'est ça. C'est à ça dont on parlait, en fait. C'est exactement ça. C'est juste ça. C'est le truc de bouffer. En fait, voilà, bouffer et gagner de la thune pour bouffer, c'est technique. Ouais. C'est comme on dit, pour assurer la tuyauterie. Non, mais vraiment, c'est que ça. Hein. C'est pour ça que c'est fou, parce que les gens, ils ont fini par faire croire que leur subsistance était le cœur de leur vie et qu'en fait tout doit tourner et que c'est noble juste pour ça. Bah non, en fait, ce n'est pas normal. Faut faire ce qu'on aime. Alors oui, et il l'a très bien dit, c'est galère. Parce que justement la société est assez hostile à ça et on l'a vu même dans les commentaires, les gens ont l'air d'être hostiles parce qu'ils disent mais il est irresponsable, il se met dans la galère en faisant ça, et après avec ce fameux mot que je déteste quand on dit les assistés, alors qu'on soit encore une fois clair, les millionnaires, quand on est millionnaire à 30 piges, on est un gros assisté de sa grand-mère l'assistée littéralement, mais c'est de l'assistanat puissance 10 000. Sincèrement, je vais pas le faire pour vous, faites le calcul de ce que représente 1 million en salaire mensuel. Faites le calcul, en gros, en salaire médian, en salaire moyen, en salaire de SMIC, en salaire de fonctionnaire, en salaire d'ingénieur. Faites le calcul. Vous verrez ce qu'il faut pour arriver à 1 million sans dépenser l'argent. Vous allez voir, ça fait très mal. Hein. Vous allez dire, du coup, il faudrait que je travaille 25 ans à 3200 balles. Grosso modo, je suis toujours fâché avec les chiffres, je vous laisse vous débrouiller. À 3200 balles pendant 25 ans pour avoir 1 million et j'ai pas dépensé mes 3200 balles. Ouais. Mais vas-y, vous faites comment? Trouvez-moi les personnes qui font ça. Vous allez voir, c'est très amusant. Ouais, tu peux faire le calcul, franchement c'est vrai en plus. Calcul divisé par 3 000 € par mois, par 3 000. Faut 33 ans. Bah voilà, c'est bien. Rendez-vous, 33 ans, rendez-vous compte. Donc c'est pour 1 million. On a des ministres, ils roulent à 10 millions, c'est ça? Amélie Oudéa-Castéra, on est quoi? On est à 5 millions, 7 millions? Attends, que je dise pas de bêtises, j'ai mal fait le calcul. Vérifie bien. On va pas s'afficher parce que... Donc là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, il faut que je divise par 3000 et ensuite le chiffre qu'on a on le divise par 12. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait j'avais pas divisé par 12. Donc là si tu vas voir, je pense qu'on 27 ans. Voilà, voilà. 27 piges. Ouais, voilà, non, ça va. pour 1 million.
Tu imagines, pour 1 million. Et t'as pas dépensé. Tu manges pas, oui, parce tu que bois là, pas, voilà. tu t'es entretenu. Là, on a dit 3000 balles d'épargne, en fait. T'as épargné 3000 balles tous les mois pendant 27 ans. Comprenez, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est, au lieu d'aller chercher les assistés qui touchent 600 balles de RSA, vous êtes sérieux, en fait. Arrêtez d'aller voir ces gens-là. Moi, encore une fois, ouais, mais le truc de oui, toucher des allocs, mais bien sûr, mais en réalité, si vous compreniez l'arnaque, vous devriez tous toucher des allocs. Mais tout le monde, en fait. Mais bien sûr. Vous dites, attends, à ce compte-là, mais c'est vrai. Tu sais que c'est un calcul, en fait. De se dire, attends, sans effort, je toucherai que 500 balles. Et avec des efforts, je toucherai même pas la moitié, même pas le double. C'est nul, en fait. Ouais. C'est ça, en fait, il faut revaloriser. Bah oui. C'est pour ça. Il faut revaloriser le travail plutôt que... Or, on fait une arnaque, on met en place un système, c'est connu, hein, c'est ce qu'on appelle l'aiguillon. Tu sais, c'est un truc atroce. Tu vois, les bovins. Ouais. De champs de culture. Donc on les utilise pour faire retourner la terre, pour labourer la terre. Et comme en fait les bovins, comme pas mal de créatures, ils en ont un petit peu marre de faire des trucs débiles, ils lèvent un peu la tête pour voir autre chose. Vas-y, pourquoi je suis là? Et donc il y a une technique qui consiste à tenir une lance avec une grosse aiguille au niveau de la nuque. Oh, c'est hardcore. Ouais, des gens très sadiques quand même. Et donc, et en fait, pour que comme ça, s'il lève la nuque, il sent que ça pique. Donc il garde la tête basse. C'est comme ça que certains et sociologues et économistes appellent le principe sur le chômage. En gros, si quand tu travailles pas, t'es bien, tu vas pas accepter un taf de merde en fait. Tu vois. Alors que si, et ça il y a pas mal d'écrits là-dessus, s'il y a une armée de chômeurs qui en plus leur chômage est nul, c'est vraiment mauvais, et que toi tu fais un job de merde, c'est comme pour le bovin. Dès que tu vas lever la tête pour dire attends, et si je partais, hop, t'es piqué par le chiffre du chômage, le taux d'indemnisation qui est ridicule. Même ta valeur sociale. Exactement. Parce que, ah ouais. Et, voilà. Putain, et donc les gens, ils restent non, mon travail est bien. On va en parler d'ailleurs du chômage tout à l'heure, parce que Attal a des idées derrière la tête. Mais avant d'aller sur du Attal, on va avoir notre petite news HMD. Hamdoulillah. Les présidents des clubs de football féminins de D1 et de D2 ont signé un accord qui vise à garantir un maintien du salaire lors du congé maternité des joueuses. Alors que la FIFA l'impose depuis 2020. Mais 2020 quand même. Et c'est en 2024 que les gars se disent bon, allez, on va le faire. En France. Ouais. Et t'as raison de dire les gars quand même, hein, parce que c'est. Oui, parce que je pense qu'on a compris. Il y a des commentaires qui ont pas mal, enfin des commentaires qui ont réagi. Non, il y a des commentaires. Wedek qui dit au début du lancement de la division féminine, ça aurait été sensé et logique. Là, ça sent le rattrapage, mais cool quand même. Mais j'avoue grave, c'est vraiment du rattrapage. Ouais, c'est clair. Asie qui dit ce serait une vraie avancée quand ce sera une vraie avancée quand ce ne sera pas une recommandation, mais une fucking injonction. Ah ouais. Ah bah ouais. Ouais, ça je suis bien d'accord. Ah bah ouais. Ouais, toujours, hein, c'est drôle hein, quand c'est des trucs basés sur le volontariat. Ça serait bien que vous fassiez ça. Mais pourquoi vous êtes pas plus... C'est bizarre ça, pourquoi vous êtes pas plus ferme? Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, donc tant mieux. Ouais. Voilà, on va pas faire les Français. On va dire c'est cool. Au moins ça avance. On va, avant d'attaquer le thème principal, le diplôme pour devenir professeur de danse hip-hop, scandaleux. On va faire picorer un petit peu, le petit mezzé, des petites news à partager. Alors là, depuis le 1er mars, les promotions seront plafonnées à moins 34% dans les grandes surfaces sur les produits d'hygiène, d'entretien et de beauté par une nouvelle loi. Alors, il y a Arnaud Petitpas qui demande en commentaire c'est quoi l'explication officielle derrière cette loi. Et donc, en gros... pertinente. Ouais, mais c'est pour sauver... Pourquoi la haine, en fait? Ouais. Pourquoi tu plafonnes les promotions? C'est quoi ça t'enlève quoi, toi? Enfin, tu vois. C'est quoi ton projet? En fait, c'est pour sauver les PME qui ne peuvent pas se permettre de rabais comme cela, comme dans les grandes surfaces. Donc, on prend une décision qui empêche les gens de profiter de rabais pour sauver les PME. Voilà. Donc, c'est toujours les gens en vrai qui... Alors qu'en fait, il y avait un truc très simple pour sauver les PME, ce serait peut-être d'abaisser les charges sur les PME. Par exemple, c'est vrai petit exemple. Parce que c'est toujours marrant en fait de jouer sur les prix des consommateurs finaux, sachant au demeurant qu'il y a aussi un problème, mais là il est très profond, c'est l'adéquation de l'offre proposée par les PME avec le public populaire qui serait censé en fait accessible à ça. Ouais. Alors non, en fait il faut être très clair, hein, les grandes surfaces, c'est pas que, mais les grandes surfaces c'est surtout pas mal de public populaire. Donc c'est ce public-là qui a besoin de promotion. Bah si on peut le dire comme ça. Donc de là donc de les plafonner. On fait un truc à l'envers en fait. Tu condamnes. En fait,
c'est les gens qui trinquent c'est les gens qui en ont besoin qui trinquent au final. Parce que les grandes surfaces, en vrai, ça va. Hein. Si c'est plafonné, c'est de l'oseille. C'est toujours de l'oseille en plus pour. Oui, c'est ça. Donc tu vois, les gens consommeront toujours. Hein. Oui, et les gens vont consommer. Hein. Donc c'est juste les gens qui vont trinquer. Hein. C'est pas les grandes surfaces qui vont trinquer. Et c'est pas. Et je pense pas que les PME vont se dire on va pouvoir obtenir un peu plus. Non, les gens vont continuer d'aller en surface. En fait, c'est. Donc il y a News TV Réal qui met en commentaire encore une décision incompréhensible qui va à l'encontre du peuple et des gens les moins aisés. Le consommateur trinque encore, on a dit la même chose. Et il y a EOAO qui dit on sera moche et on puera. Je te jure, avec des vêtements flippants. Ouais, je te jure. Mais... Alors là, on a un autre mezzé, ça c'est un thème cher à Hamza. Il y a 52% des forces de l'ordre qui estiment que mener leur mission à bien est prioritaire sur le respect de la loi. Donc ils estiment qu'il est logique, tu vois, de pas respecter la loi afin de faire respecter la loi. C'est Camoulox suprême, mais c'est impressionnant quand même. Ils s'entendent quand ils disent la phrase en fait. Ils devraient peut-être s'auto-mettre en prison, du coup à terme. Non, parce c'est avec ce genre de logique qu'à un moment on vient à tuer un gamin qui refuse d'obtempérer quoi. Bah oui. Non mais il refusait d'obtempérer, il fallait que je lui mette une balle dans. Voilà. Comme ça il respecte bien la loi. Ouais, mais il est mort en fait. Ouais, là, il la respecte. Définitivement. Vous êtes des grands malades, les gens. Hein. Ah ouais, non, mais ça fait peur. Mais ça fait peur qu'il y en ait plus, qu'il y ait une petite majorité, quoi. En fait, c'est ça qui me fait flipper. Et tu t'imagines, 52%, ça fait très peur. Ça fait très peur. Parce que tu t'imagines que ça, là, non, mais imagine le truc. On est donc super loin si une loi était injuste. Ouais. Ouais. Ah bah ouais, parce que ça, c'est devenu un tabou suprême visiblement dans les démocraties occidentales. De remettre en cause de dire peut-être qu'il y a une loi injuste. Tu vois, justement, comme dans un spectacle, magnifique spectacle, sur les lois sur les migrants, etc. Il y a des lois super injustes en fin de compte. De venir d'empêcher les. Tu sais, tu dis il faut empêcher. Quand tu réfléchis bien, oui, on a fait des lois et des conventions, mais pourquoi on empêche? Alors là, c'est drôle. On empêche en plus des migrants de quitter ton pays. C'est quand même marrant quand même. Ça, j'ai jamais compris. C'est drôle comme délire. Hein. Le migrant, il est là en situation irrégulière, donc on l'enferme. Voilà, donc déjà, ah bah oui. Et comme en plus sa situation ne s'arrange pas, parce que tu sais, il sort de prison. Donc il est toujours pas de papier. Ouais. Il se fait contrôler. Hop, il doit retourner en prison. Sauf qu'en plus, comme il a déjà été allé en prison, récidive, donc il va aller plus longtemps en prison. Mais après, il y a du 40% comme ça en prison. Hein. Ah ouais. 40% de flux dans le flux carcéral, c'est du sans papier. C'est fabuleux, génial. Et après t'as un Z. Et les OQTF, ça. Non, les OQTF, c'est encore un autre truc. Parce que c'est une mesure administrative. En fait, ils le font, mais pas systématiquement. Non, mais il y en a beaucoup. C'est pas possible. Et je parle même pas des CRA, qui portent bien leur nom, les centres de rétention administrative, qui sont en dehors de toute considération légale logique. Ah ouais. Il y a des gamins dedans et tout. Ils ne sont pas dans le système carcéral. Donc ils n'ont même pas les droits des détenus. Tu vois, parce que je sais bien par rapport aux questions des aumôniers, il n'y a pas d'aumôniers qui peuvent y aller, etc. Il y a même la question de soins, il n'y a pas. C'est en fait un centre de rétention administrative. Si tu veux, en gros, c'est comme si tu étais bloqué à la préfecture. Donc t'es en dehors du cadre du ministère de la Justice. T'es dans un truc administratif, en fait, tout simplement. Putain. Et les conditions, elles sont pas joyeuses, hein, mais alors, pas du tout. Hein. Au niveau des droits de l'homme, c'est abusé. Mais donc, ce qui est flippant avec ce chiffre, c'est que là, on n'est même pas encore à la réflexion philosophique nécessaire de se dire si une loi était injuste, est-ce que normalement je devrais pas lever le pied ou faire passer un peu le truc? C'est ça qu'on appelle la désobéissance civile au passage. Hein. Ouais. Là, non, les gars, c'est si une loi c'est pas assez, je dois mener ma mission. Mais quelle mission? Ouais, Robocop, la calme-toi. Ouais, mais détends-toi en fait. Ouais, grave. Et puis quelle mission? Tu vas pas avoir une prime, hein, t'inquiète pas. Non, mais c'est ça. Enfin, ça se demandait d'ailleurs, hein, des fois. Bah ouais, je te jure. D'ailleurs, pour continuer sur la police, là, il y a eu un placement en garde à vue d'un homme au commissariat d'Angoulême. Et en fait, il a déclaré aux policiers il n'y a pas de caméra, vous allez me frapper. Et les gars ont répondu oui, on va te frapper, on n'aime pas les bougnoules. Sympa. Mais manque de chance pour eux, l'un des policiers avait activé par inadvertance sa caméra piéton lorsqu'il tabassait le garde à vue. Le karma. Le gardé à vue, pardon. Et les deux policiers n'ont pas été suspendus de leur fonction, mais sortis de la nuit et affectés à des tâches de bureau sans contact avec le public. Et donc là, il y a une enquête pour injure raciste et violence qui a été ouverte. C'est chaud. C'est chaud. C'est archi chaud, même. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire Dame Speak qui dit donc ça tabasse un mec en vidéo, mais la direction les a juste mis au coin. C'est quoi cette punition d'école de maternelle, bordel? Non mais c'est vrai. Non mais en fait c'est ce qu'on disait et je trouve que c'est ce qui alimente vraiment le premier chiffre qu'on a évoqué là. Le premier chiffre qu'on a évoqué, c'est-à-dire que concrètement, en fait,
cette impunité, elle est très dangereuse pour tout le monde. Elle pose un problème pour tout le monde. Et au premier rang desquels, la police. Elle va décomposer l'esprit, le peu d'esprit positif qu'il y avait. C'est-à-dire, en gros, une sorte de... On va le résumer comme ça, de gardiennage citoyen. Et en gros, de maintenir la paix publique, de participer à la paix publique. Parce qu'en fait, je veux dire, voilà, le stade maximal qu'on peut tolérer pour la police, c'est d'être les agents de la paix sociale et de la paix publique. Ouais. C'est ça qu'on attend. Ouais. D'ailleurs, je ne vois pas ce qu'on pourrait attendre d'autre, en fin de compte, d'une police dans une démocratie, sauf si elle sert d'autres intérêts. Et ça devient flippant. Ouais. Donc concrètement, là, c'est quoi, là, en fait ? Elle est où la paix ? Elle est où la paix publique, etc. Et normalement, comme on leur donne une situation exceptionnelle de posséder une arme, d'avoir le droit de recourir à la force, etc., eh bien, ils doivent être impérieusement responsables à fond. Ce qui veut dire que quand ils font bien leur travail, ils doivent être décorés, etc. Ça, je pense que vous vous en privez pas, ça va, ça se passe bien. Il y a quelqu'un qui a dit ça, Mimine, qui dit ça m'étonne qu'il n'ait pas eu de médaille. Je te jure, c'est un truc de fou. Mais de l'autre côté, quand ça fait une connerie, ça doit être durement et lourdement sanctionné. En fait, c'est ça. Et je pense que ça redonnerait confiance en la police. Parce que si le peuple voit que les policiers sont jugés comme eux, en fait, ils se diraient, c'est cool, je suis protégé aussi. Exactement. Tu vois ? Non, parce que la vérité, mais on sait très bien qu'il y a des flics bien. Hein. Mais concrètement, l'ennui, c'est que là, on est dans un drame de fou. Où à un moment donné, les gens ne vont plus du tout y croire. Hein. Mais c'est ça le problème, c'est que les gens ne vont plus y croire. Il y a des flics bien. Vous allez voir, hein, ça va devenir très très compliqué. C'est ça qui est chiant. Ouais. Et là, on va créer un cercle vicieux. Les gens vont avoir de la défiance. Et après, ils vont dire, vous voyez, les gens, ils aiment pas les flics, ils nous attaquent, ils nous agressent, etc. Donc, comment vous voulez qu'on réponde ? Sauf qu'en attendant, les gars, c'est vous qui êtes armés, hein. C'est pas le public, hein. Faut vous détendre aussi, hein. Et Maniac Afsi qui dit combien de Hagra ont dû se passer comme ça sous les caméras éteintes. Ouais. Parce que là, on a de la chance, il était con, le gars. Il a allumé sa caméra, a dit sans faire exprès. Une flèche, Mais le nombre de cas qui sont passés comme ça, enfin bref. Pour rester dans les gros cas, là, on a Poutine, c'est chaud. Hein. C'est marrant, j'en parlais avec Patrick, qui joue dans Passeport, avec Patrick Blandin, que j'embrasse, qui nous écoute aussi. Et puis qui est très bon. Patrick, c'est... Et en plus, je partage ma loge avec Patrick, et c'est un plaisir. Parce qu'en plus, tu sais... Il a beaucoup d'expérience, il me partage plein de choses sur la vie. Et puis, même, je sais pas, sur le communisme, l'anarchisme et tout, tu vois, il était raccord avec pas mal de choses que tu as pu dire. Et il me parlait de ça. Il me dit, est-ce que vous allez en parler avec Hamza ou pas de ce qui se passe là avec Poutine, parce que c'est chaud. Il me dit, on est rentré en Troisième Guerre mondiale depuis l'invasion du Koweït même. Que c'était les prémices. C'est pas bête du tout comme analyse. Il est pas le seul à le dire, mais oui, tout à fait. Oui. Il faut voir comment la caractériser, mais c'est pas mal du tout. C'est ça. Mais il me dit que ça a été l'allumage de... C'est vrai. Et là, Poutine, il a alerté les pays occidentaux lors de son discours annuel à la nation. Il a dit « Les pays occidentaux doivent comprendre que nous aussi avons des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire. Tout ce qu'ils inventent en ce moment, ce avec quoi ils effraient le monde, tout cela constitue une réelle menace d'un conflit avec une utilisation d'armes nucléaires, ce qui signifie la destruction de la civilisation. » J'ai essayé de prendre sa voix, mais sans faire d'accent, parce que je suis pas raciste. Le problème avec Poutine, comme l'a expliqué d'ailleurs le criminologue Alain Bauer, c'est qu'il fait toujours ce qu'il dit. Et les gens qui étaient choqués de l'invasion russe en Ukraine, je suis pas en train de défendre qui que ce soit, évidemment, mais c'était Alain Bauer qui le disait devant les caméras de BFM TV. Poutine l'avait dit devant l'Union européenne. Et plusieurs fois. Il avait dit, mais je vais reprendre la Crimée, mais je vais arriver en Ukraine. Le Donbass et tout. Le Donbass, parce qu'ils ne respectent pas ce que nous, on avait mis, machin. Après, ça, c'est leur tambouille. Mais il l'avait dit. Et en fait, il avait dit un truc. Il avait dit, tous les terroristes, ils ont cette faculté de ne jamais attaquer en traître. Ils ont toujours annoncé ce qu'ils devaient faire. Ils revendiquent toujours et ils annoncent toujours. Et donc c'est pas toujours le cas, mais ça c'est pas c'est d'habitude dans la charte de terroriste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, Steph, qui dit moi c'est pas ma guerre, hein. Et il y en a un autre qui est HYT Zouaoui, désolé pour les noms parce que comme il y a des pseudos chelous, parfois j'essaye de faire comme je peux, qui dit flippant que Dieu nous protège de la folie des hommes. Mais en gros là en gros c'est chaud parce que je crois que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est Macron qui a dit qu'il fallait peut-être envoyer l'OTAN
En niveau d'irresponsabilité, je pense qu'on est sur 10 000 sur l'échelle de l'incapable. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, quand il a dit ça, t'as les Royaume-Uni, t'as les Américains, tout le monde a dit mais non, nous on n'a pas dit ça. Hein. Ils ont tous flippé, quoi. Ouvre un bouquin d'histoire, bon sang, c'est pas possible de dire des bêtises pareilles à ce niveau-là. Tu vois, c'est parce que j'aime bien les gens aussi qui toujours. Oui, c'est normal qu'il ait un salaire comme ça ou qu'il ait une position comme ça parce qu'il est compétent. Bah les gars, vraiment. Ouais. Wow, on a un festival de bras cassés. Déjà concrètement, en fait, mais vraiment, sincèrement, je le répéterai jamais assez. Ouvrez vraiment des bouquins d'histoire sur ce sujet. Je parle même de sur tous les rapports, sur la très bonne idée de faire une guerre aux Russes. Vous allez voir la longue histoire des gens qui ont eu la bonne idée de faire la guerre aux Russes. Vous verrez, elle est très intéressante. Et croyez bien que des nations plus guerrières que la France de Macron ont eu du mal, hein, même plus que du mal avec les Russes. Et c'est pas pour essentialiser, parce que certains pourraient penser que ça essentialise. Non, c'est qu'il y a une culture, une histoire, une anthropologie qui inscrit en fait les pays dans des temps longs sur la méthode de survie. Parce que, exemple, les Russes, à un moment, justement, quand on ne les appelait que Russes, R-U-S, apostrophe, Russes, comme on disait, c'était le peuple, en fait, c'est un peuple au niveau comment dirais-je, linguistique et même en termes de croyances, dont une partie vont être les ancêtres. En fait, ce sont les ancêtres des Vikings, par exemple. À un moment donné, ils ont failli disparaître parce qu'ils étaient encerclés par les Mongols. Tu vois. Et d'ailleurs, à un moment donné, il n'y avait que 2-3 villes qui leur appartenaient, qui ont été fondées par les Kiev, en fait, tu vois, et Moscova, donc Moscou. Entre autres. Mais c'était les principales villes. Et c'était quoi comme ville? C'est-à-dire c'est une forteresse, hein, tu vois, c'est un château fort et des murs. Mais vraiment, ils ont failli disparaître. Donc, ils ont eu toute une histoire. Ça a eu lieu dans les... il me semble que c'est au XIIe, XIIIe siècle. Il y a vraiment cet imaginaire, cette idée que notre survie, on la doit à notre combativité, à notre capacité, en fait, à résister et à affronter l'ennemi. Tu vois, donc c'est ce qui les rend très déterminés. Je parle encore une fois dans la culture, hein, dans cet imaginaire qui est vraiment dans leur histoire. Donc, concrètement, déclarer la guerre comme ça à la Russie, faut pas trop trembler les genoux. Hein. Et le truc, c'est qu'effectivement, il fait des menaces. Et s'il fait des menaces, c'est parce qu'en réalité, et moi, je vous le dis tout de suite, hein, Poutine, c'est pas un tendre. De toute façon, j'ai aucune sympathie pour ce gars. De toute façon, j'ai pas trop de sympathie pour des présidents à la base. Donc, principe de base, hein, ça, faut qu'on soit clair. Mais là, concrètement, l'ennui, c'est que lui, il dirige réellement une armée. Ouais. Il la dirige pour de vrai. Ouais. Et son armée est très puissante. Oui, le PIB de l'Espagne, non, les gars, il a une armée. Et quand il dit qu'il a un truc qui peut frapper n'importe quel cible dans le monde, c'est vrai. Et il peut le faire sans même qu'on sache quand elle arrive et comment elle arrive. Mais parce que je crois qu'il avait déjà fait une fois un missile qui avait fait le tour de... Le missile supersonique, là, hypersonique. Ouais, et personne l'avait capté. Bah ouais. Les Américains ont fait... Et donc après, ils ont voulu gueuler, mais en même temps, ils se sont dit... c'est chaud. Ils ont dit, tu refais plus ça, hein, parce que sinon, je le saurais pas. Voilà, c'est exactement ça. Donc non, c'est c'est un gars c'est quelqu'un qu'il faut pas provoquer. En fait, en gros, moi, je m'en fous. Hein. Tu sais, c'est comme... je suis désolé, mais c'est comme dans le bullying, tu sais, le harcèlement à l'école, dont il faudra qu'on parle. Ouais. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, si c'est lui qui a les gros bras et que personne ne peut l'empêcher d'agir, je vais pas m'amuser à le provoquer, en fait. Hein. Tu vois, sinon, je vais finir dans le casier ou pire. Tu vois, je veux dire que... C'est juste ça qu'on est en train d'expliquer. Et ces discours va-t-en-guerre, je me souviens, ça m'avait marqué quand je lisais les articles de presse en France, tu sais, les quelques années avant la Première Guerre mondiale. Comment tout le monde critiquait des intellectuels qui disaient votre délire de faire une guerre à l'Allemagne, c'est une mauvaise idée. C'est tout pourri, faut pas faire ça. La guerre, c'est mauvais. Vous allez tuer notre jeunesse, etc. On les prenait tous pour des illuminés, en fait. Sérieux ? Mon gars, hein, la première et en fait, c'est ça. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est les mêmes, hein, les va-t-en-guerre. Hein. Moi, je le dis. De toute façon, là, c'est pour ça, c'est ce que je pense pour les présidents. Toute personne qui vient, qui dit ouais, il faut aller faire la guerre, mes frères, va le premier. Ouais, soit en première. Ah, mais direct, mais vraiment. Sinon, ferme-la à tout jamais. Ou sinon, de toutes les manières, crois-moi, ça ne sera pas la mienne. Hein. Mais vraiment, va loin devant, mais très loin devant. Et je vais voir avec mes potes si je veux te suivre. Ouais. On se concertera. Voilà. On verra. On fera une commission. on va speeder là sur les 2 dernières news et attaquer le no comment avant le thème du jour. Et ouais, parce qu'on s'est lâché, mais ça fait du bien. Il y a Marion Maréchal tout court, qui a été aspergé de bière au salon de l'agriculture. Et c'est marrant parce qu'il y a tous les politiques qui veulent montrer qu'ils soutiennent les agriculteurs en allant au salon, voilà, parce que c'est à Port de Versailles, ça, c'est tranquille, c'est pas trop loin. Ouais.
Donc en fait, elle s'est mangé plein de bière dans la gueule. Et il y a des gens qui ont mis des commentaires trop drôles. Il y a Top des Hagra qui a dit « J'apporte mon soutien à la bière gaspillée ». VKM qui dit « La bière contient de la biotine. Cette molécule prévient la chute de cheveux. En plus, elle exerce une action astringente qui resserre les écailles de kératine des cheveux. Elle les rend plus brillants et plus souples. Facilite aussi le démêlage des cheveux longs. » C'est génial. Et il y a Adam qui dit « L'alcool, c'est haram. Donc la piste de l'attaque islamiste est écartée. » Ah, il a raison. C'est important. C'est bien de le préciser. C'est important de le préciser. Et avant d'attaquer les no-comment, la dernière news, c'est les Français sont riches. Apparemment, selon un rapport, en moyenne, le patrimoine net d'un ménage en France est de 446 000 €. Les 10% des ménages les plus fortunés possèdent 50% du patrimoine total. Ça, c'est l'information plus pertinente. C'est ça, en fait, ouais. C'est l'information beaucoup plus pertinente. Donc là, je pense que vous êtes tous contents d'apprendre qu'en moyenne, on détient 446 000 €. C'est génial. C'est cool, la moyenne. Attends, je vais vérifier mon compte. Et il y a le compte Les Répliques officielles que j'adore d'ailleurs. J'adore le travail qu'ils font. Ils trouvent toujours une news et la bonne réponse en dessous de quelqu'un qui a commenté. Et là, il y a Drone My Economy qui a répondu. C'est une bonne chaîne. Ah, je connaissais pas. Très bonne chaîne. Qui a répondu 10 clochards sont dans un bar. Bernard Arnault entre. La moyenne du patrimoine des clients du bar est de 20 milliards d'euros. Et ben voilà. C'est QFD, c'est de la moyenne et de droite. Voilà, la moyenne est de droite, la médiane est de gauche. On peut pas faire de moyenne comme ça, les gars. Ben oui, ça n'a aucun sens. On l'a déjà expliqué. Ça n'a aucun sens. Et il y en a qui ont mis un je suis pas française alors. Oui, on a beaucoup pas de français. Hein. Et avec Degui qui dit avec Bernard Arnault qui est passé de 100 milliards à 200 milliards à lui seul, ce calcul reste songeur et même inutile. Et de ouf. Et Daïn qui dit ce serait plus intelligent de se baser sur une médiane. Ça fait plaisir les commentaires qui tuent comme ça. Voilà, c'est très bien. Ça on aime. Je sais que ça te fait plaisir quand tu dis ça. Hein. Oui, la médiane c'est quoi? Tu prends c'est quoi? C'est 50. En fait, ouais, tu coupes la population en deux. Donc en fait, justement, tu as 50% de la population la plus riche et 50% de la population la plus basse. Du coup, en fait, la plus pauvre. Donc si la population est pauvre, la médiane baisse. Tu vois? Alors que c'est le contraire. Là, avec la moyenne, si des milliardaires continuent de se gaver, ça tire la moyenne vers le haut. Donc ça donne précisément cette impression de on a tous 446 000. N'importe quoi. Ouais, alors qu'en fait, c'est ça, c'est que j'ai envie de dire, toutes les personnes qui regardent leur compte et qui disent, ou leur patrimoine en disant déjà, j'en ai pas du patrimoine. Voilà, vous êtes dedans, en fait. Voilà, vous avez compris. On va faire notre petite session no comment, parce que ça, je sais que vous appréciez, et nous aussi. Des news qu'on n'a pas le droit de commenter. Parce que vous avez vu que nous, on aime bien commenter. Là, on a fait 45 minutes de commentaires de news. Juste de commentages, on n'a pas abordé le thème. Donc, le no comment, c'est parti. Première news. Gabriel Attal veut encore réduire la durée d'indemnisation du chômage. La majorité des frais bancaires en France devrait augmenter cette année. Et enfin, le gouvernement veut augmenter les loyers Crous de 3,5%. Ouais. Ah, celle-là, elle fait mal, celle-là. Celle-là, elle fait très mal, celle-là. On ne commande pas. C'est la vie, hein. On passe au thème du jour. Allez, c'est parti. Le sujet de la semaine, c'est la création d'un diplôme national de danseur hip-hop. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai vu plus sur les réseaux des rappeurs comme Akhenaton ou alors Balou qui est animateur radio qui ont parlé de ce sujet. Les acteurs du hip-hop dénoncent en gros une tentative de récupération par les pouvoirs publics d'une culture qui n'a jamais été aidée, hein, on va pas se mentir. Et le 7 mars, si c'est voté, là nous aujourd'hui on est le lundi 4 mars, le 7 mars si c'est voté, la loi 1149 qui concernera la danse hip-hop avec la mise en place d'un diplôme d'État pour l'enseignement de la danse hip-hop. Voilà, donc ils vont mettre ça et ce sera un diplôme d'État. En gros, il faudra faire un crédit de 25 000 balles 5 ans pour pouvoir le suivre et aussi avoir un niveau bac. Donc les danseurs de quartier populaire les plus modestes pourront plus vivre de la danse. Et aussi bien idéologiquement que culturellement, que matériellement, que mentalement, la danse hip-hop ne correspond pas du tout au format du diplôme d'un cadre académique qui se trouve dans la proposition de la loi 1149. Je sais pas pourquoi, à force de travailler sur Monerville, quand je vois 1149, j'ai envie de dire 1149, oui. Parce que les anciens ils aiment bien dire c'est bien ça, moi j'aime bien faire ça. Toi tu dis ça? Ouais, ça fait stylé. Et les Quinri, c'est marrant, ils disent 1149. Hein? Ils disent 1149. Ils disent 1149, ouais. Ils disent jamais 1000 and 1. C'est 1149, même c'est trop marrant. Ouais, c'est vrai. Bref.
Et ou alors même par exemple c'est le mec qui continue ça. Non mais surtout je me rappelle quand par exemple je crois que je commandais un truc, la commande c'était 205, ils vont dire 205 ouais. 205, ils sont flemmards. Qui va décerner un diplôme de danseur hip-hop? Ouais. C'est ça la question. Ça, oui. Rachida Dati? Ah, il y en a des idées. Ouais. Chris Marquez, qui va qui va ouais. Non mais c'est vrai que c'est une vraie question parce que tu peux pas prendre un art urbain. Tu peux pas prendre un art urbain par essence et en faire quelque chose d'académique. Tu peux accompagner les gens qui le font déjà. Ça c'est bien. T'accompagnes les gens qui sont déjà dans le dur, qui sont des profs. J'en connais plein. Hein. J'ai eu la chance de croiser Bruce, qui est le fondateur de Juste Debout. Donc lui, il a créé une école, machin, etc. Bah ouais. C'est une institution magnifique. C'est ça. Ou alors il y a aussi Playmo, que j'embrasse, qui est lui aussi qui vient de Sarcelles. C'est lui qui a formé les Twins notamment. Trop bien. Et lui en plus il fait du coaching en développement personnel à travers la danse, tu vois, il fait un vrai truc. Donc Playmo, force à toi. Mon pote Carlito aussi qui est prof de danse. Et je pense à tous ces gens-là et je me dis mais à quelle heure tu crois que aide-les en fait, cadre, structure. Faire en sorte que les gens qui sont déjà là et qui ont œuvré pour le hip-hop pendant des décennies puissent s'y retrouver parce que y a des statuts très précaires, pas de sécurité d'emploi, etc. Là, on est sur du travail à l'état pur, tu vois, mais pas aidé, tu vois. C'est la vraie passion. Ouais, c'est vrai. Alors que là, tu nous sors ton vieux diplôme, là, 25 000 €, 5 ans à suivre et tout, machin, il faut avoir le niveau bac et tout, mais ça veut rien dire. Depuis 12-5 ans, vous êtes mais vous connaissez pas l'hip-hop, en fait, vous êtes des gros malades. Mais c'est débile. Vous avez vu ça en fait? C'est scandaleux. C'est scandaleux de fou. Il y a pas mal de réactions. Hein. Il y a Fabrock qui dit bientôt il faudra des diplômes pour être rappeur. Non mais vraiment. C'est peut-être pourquoi pas une mauvaise idée. Peut-être pas une mauvaise idée ça par contre. Ça je le note, on sait jamais. Et de la rééducation. Pourquoi pas, voilà. Ça, ma foi. Ça, pourquoi pas. Faisons la part des choses. On peut pas tout mélanger, d'accord? Il y a des arts, voilà. La baronne qui dit le hip-hop appartient à la rue, point barre. Ouais. Naya Mendy qui dit hallucinant cette réappropriation culturelle qu'il faut absolument enfermer dans un savoir académique. C'est pour ça c'est pas de la réappropriation culturelle, c'est autre chose, mais l'idée est bonne. Et DJ Ronfa qui dit c'est abusé comme ils font ils font tout pour nous empêcher de grandir et en plus d'essayer de sucer de la thune au passage. C'est pas faux. Parce qu'il y a toujours un système avec les subventions, machin. C'est ça. En fait, c'est ce que tu viens de dire. C'est toute l'aide qu'on aurait bien voulu, qui va finalement ne pas aller là où elle devait aller, en fait. C'est ça. C'est un truc de ouf. Et officiellement, on vous aide pas et en fait, on va aider d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites. Ouais. Merci le message. C'est cool. Ça fait très plaisir. Mais j'ai pas réussi à comprendre. Enfin, je pense que ils voulaient donner un cadre, etc. Mais comment ils en sont arrivés à prendre des décisions aussi extrêmes comme ça? Ils veulent quoi? Genre, je comprends pas en fait. Il y a c'est le là je pense que on est dans l'exemple typique de la fausse bonne idée en fait. C'est-à-dire que en gros avec toujours justement ce raisonnement, c'est assez connu ça dans les systèmes administratifs, etc., et même les systèmes institués comme les États. En gros, un État ne reconnaît que ce qui est institutionnel. On ne voit que quand c'est institutionnel. Du coup, en fait, justement, quand il y a un truc comme Juste Debout, il comprend rien en fait. Il comprend pas. Il comprend pas ce que c'est. C'est quoi ces saltimbanques qui sont en train de danser comme ça sur un parquet et le public il est assis par terre et tout. Enfin, Juste Debout, c'est merveilleux, vraiment. Tu es déjà allé? Non, malheureusement, tu vois. Franchement, je les ai tous, je suis modestement, je les ai tous regardés à chaque fois par des vidéos et tout, à l'ancienne, même des cassettes. Hein. Moi, je me souviens quand c'était des enregistrements où les gars ils filmaient. Non, mais c'est une vraie institution merveilleuse. Et donc justement, j'aimerais bien tiens d'ailleurs. Mais et en fait, donc eux ils comprennent pas. Donc pour eux il faut conservatoire, machin, diplôme, professeur certifié, avec des assurances, etc. et tout. Donc je veux dire, il n'y a pas tout ou rien. C'est juste qu'à un moment donné, non, là, vous devez comprendre, en fait, et c'est là l'intérêt. Et c'est ça la question même avec le hip-hop. Pourquoi d'ailleurs il y a une montée de bouclier? Pourquoi on a un problème avec ça? Pourquoi justement même Akhenaton, pour lequel j'ai une admiration infinie,
Vraiment, pour toujours. Ligne magnifique à Akhenaton. I am, vrai, vous êtes les meilleurs, franchement, mais c'est sans l'ombre d'un doute. En plus, quand j'ai appris, parce que ça, je le savais pas, tu vois, qu'il a commencé, Akhenaton a commencé l'hip-hop en 84. J'ai fait, ah ouais, ça date de naissance. Ouais, on va le respecter pour toujours. C'est-à-dire que moi, je suis né, et le gars, il était déjà. Mais il a une formule de jeunesse éternelle, bref. Mais attends, mais en plus de mémoire, je crois que lui, il est même parti aux États-Unis. Bien sûr. Il a appris à composer d'abord là-bas. Carrément. Il a appris à composer là-bas et tout. Mais c'est ça, c'est que, en gros, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un truc important, j'avoue, que les gens peuvent des fois ne pas comprendre aujourd'hui. Là, on est en 2024, tu vois, il y a du temps qui est passé, 40 piges. Ouais. C'est la confusion aussi qu'il y a entre le hip-hop, le rap et ce qui se fait aujourd'hui. Moi, j'ai tendance un peu à le dire, ça fait un peu très puriste, machin, mais sans méchanceté, hein. Mais ce que les gens appellent aujourd'hui du hip-hop ou du rap, c'est pas du hip-hop ou du rap, hein. Le breakdance, la danse hip-hop, ça, c'est clair, c'est resté toujours pur, et c'est pur entre guillemets, façon de parler. C'est toujours très stylé, c'est brut, etc. Juste debout, voilà. Mais tu sais que juste debout, c'est limite, ça a jamais changé en fait. Dans le bon sens du terme. Les danses ont évolué, ça c'est normal, c'est tout à fait logique, mais ça a pas changé. Tu sais, avec même le principe de pas se toucher et tout. Parce que pourquoi je dis ça ? On le voit, et là on va revenir sur la question de la culture, les conditions même de la création du hip-hop. Le mouvement hip-hop, ça vient non seulement de la rue, mais ça vient même du ghetto, de la précarité, de la misère et de la déshérence sociale, urbaine et politique. L'excellente série, alors que j'avoue, je suis pas méga fan du réalisateur à la base, j'aime pas son style, mais l'excellente série The Get Down sur Netflix. Surtout qu'il a fait un truc. C'était l'une des plus chères quand elle est sortie. Ouais, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait d'autres. Mais ouais, c'est vrai apparemment. Mais malheureusement, je pense peut-être elle a pas dû trouver son public aussi, c'est possible. C'est dommage. Hein. Parce que The Get Down, là où ce qu'a fait super bien le réalisateur, c'est qu'il a eu le méga respect de dire producteur exécutif, les fondateurs du hip-hop. Mais tu vois, les fondateurs du hip-hop. Grandmaster Flash. Il est vivant encore ? Oui. Ah oui, bien sûr. Afrika Bambaataa. Ah ouais. Ouais, Afrika Bambaataa, toujours là, toujours là. Et Kool Herc. Ah ouais, DJ Kool Herc. C'est des monuments. Quand tu connais le hip-hop, c'est des monuments, vraiment. Et ce qu'il faut, ce qu'ils apportent. Ah non, mais 66 ans. Mais je les surkiffe. L'idée, c'est vraiment, mais parce que c'est des modèles, ils représentent un modèle intéressant. Alors, parce qu'il y a une histoire, on va revenir sur le truc culturel. The Get Down le montre très bien, et je vais peut-être plus aborder un peu les questions de coulisses, mais regardez The Get Down, surtout la première partie. Ouais. Parce que c'est vrai, non mais c'est-à-dire que c'est quasiment un documentaire, The Get Down. Hein. En gros, quand vous voyez les quartiers du Bronx, où on a l'impression que c'est Sarajevo en pleine guerre civile, c'est les États-Unis, c'est New York, au moment où New York est probablement la ville la plus riche du monde. Ça, c'est très important de comprendre ça. Manhattan, là, oui, c'est le moment du pic. On est dans les années fin 70. Les fins 70, c'est le moment où le bloc occidental déborde les soviétiques. Et donc, c'est là où le capitalisme part en explosion. Tu vois, la bourse, là, ça explose. Ça monte très haut, les milliardaires commencent à apparaître, si tu veux. Tu vois, ça n'existait pas avant, hein. Ils commencent à apparaître. Et donc, à ce moment-là, donc imagine-toi, Manhattan, c'est à quelques blocs, comme on dit. Enfin, c'est vraiment pas si loin du Bronx. Manhattan va être l'endroit qui va concentrer le plus de richesses au monde. La Chine, à ce moment-là, elle a le PIB du Maroc. Ok, ouais, voilà, juste qu'on se situe bien, hein, qu'on comprenne l'ambiance. Donc, comprends que quasiment même le reste de l'Asie, après la Chine, et le reste de l'Afrique, après le Maroc, ça va pas ouf. Hein. Donc, vraiment, j'insiste, New York est à ce moment-là, dans la fin 70, en train de continuer son ascension pour être et elle est déjà la ville la plus riche du monde. Et là, à quelques quartiers, t'arrives au Bronx, tu vois des bâtiments en flammes, des bâtiments délabrés et des gamins qui errent dans les rues. Ouais, c'est pas normal. Dans des gangs, tu sais, les Warriors et tout. C'est dément, t'as l'impression que c'est faux. Moi, quand j'étais petit, je croyais que c'était un délire fictionnel de film. Les Warriors, etc. Tu sais, où tu vois des gamins dans les gangs. Je me suis dit, c'est des fous les Américains, pourquoi ils croient... Et non, c'est vrai. En fait, c'est des trucs qui... Parce que c'est des gamins de quartiers populaires, à 10 000% immigrés, donc latino-américains, afro-caribéens, etc., et qui, en fait, bah voilà, allez, on les laisse. Ils ont totalement désinvesti le... Mais un truc de malade. Et dans The Get Down, ils te le montrent tellement bien. Vrai. Et donc, en fait, ils sont dans cette misère, etc. J'ai envie de dire, quelques fous, grâce à leurs parents, continuent d'aller à l'école. Ça aussi, on le voit bien dans The Get Down, les parents qui bossent comme des damnés pour faire en sorte que leurs enfants puissent aller un peu à l'école qui est elle-même délabrée, hein.
Donc, parce que c'est, allez, on met une école parce qu'on sait jamais, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc, t'as tout ça. Et en fait, c'est ça que je trouve magnifique. C'est que, honnêtement, comme le disait d'ailleurs très justement l'abbé Pierre, la vérité, t'as toutes les raisons d'être hyper violent. Non, vraiment. Ah bah quand t'es comme ça, dos au mur, ouais. On te donne rien, machin, on écrase tout. Mais tu sais, c'est atroce. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Les gangs, c'est cette violence-là, en fait. Cette violence qui va se retourner, en fait, d'abord entre eux. Parce que c'est ça qui est fou. C'est qu'on se rend même pas compte que les gangs, je vais tirer le truc, il y a presque une forme de bienveillance, mais elle est flippante, hein, qui fait que les gangs se retournent contre eux. Bah oui, parce qu'on a rarement vu des gangs déferler chez les riches. Ouais, c'est vrai. Ils se détruisent entre eux, donc ça arrange. Ouais, donc c'est pour ça que c'est atroce, en fait. C'est complètement dingue. Et donc, dans cette situation, j'ai envie de dire, il y a une sorte de miracle sociologique qui va se faire. C'est le blackout de New York de 79. C'est un truc, c'est trop fort parce que si tu veux, c'est vraiment un alignement de planètes qui va se produire. Entre une génération, on a déjà une des générations qui voit en fait, avec une explosion aussi de la culture. Pourquoi je dis un alignement de planètes ? Parce que déjà, tu as une révolution technologique qui nous vient du Japon. C'est la cassette audio. Ouais. C'est elle qui va autoriser un truc fou en termes de créativité. Que les vinyles ne permettent pas. Ah ouais ? Mais en fait, que les vinyles ne permettent pas si t'as pas un studio. Alors que la cassette, c'est la possibilité de faire ton studio chez toi, enregistrer ce que tu veux et faire des montages. À l'ancienne, hein, mais tu fais des montages quand même. T'enregistres, hop, rec, là, le rec, et t'enregistres. Surtout, tu peux après te déplacer dans la rue avec... Exactement. Donc la cassette, elle émerge à ce moment-là, elle apparaît, il me semble, même pas 1 an ou 2 avant. C'est un truc de fou. Et donc, t'as ça qui apparaît. T'as aussi, d'ailleurs, les comics qui continuent, les contenus de comics qui continuent à se développer, et les films de Kung-Fu qui nous arrivent de Hong Kong. Dans cette phase-là. Ça commence fin 70. Ah, c'est pour ça qu'il y a un alignement mais il y a un alignement de planètes, il est incroyable, je le trouve merveilleux. Et aussi, t'as une récente immigration qui arrive justement début 70, afro-caribéenne. C'est très intéressant parce que il faut la distinguer des afro-américains. Pour une raison simple, c'est la question culturelle. D'accord. En gros, pour le dire très crûment, les afro-américains, surtout ceux qui sont vers New York, sont complètement coupés de leur culture d'origine et ancestrale. Oui, en fait, en gros, c'est soit origine esclave, soit, on sait pas. Oui, vaguement Afrique, mais... Ouais, mais après... On sait pas. Tu vois, c'est terrible, hein. Faut se rendre compte, ça, c'est une horreur. Hein. Moralement, mentalement et tout, c'est terrible, vraiment terrible. Alors que les Afro-Caribéens, c'est plus mitigé. En tout cas, eux, ils pensent qu'ils ont un ancrage local, leur culture s'est développée, surtout, un élément important, la culture musicale. Donc, Afro-Caribéen, c'est Trinidad et Tobago, Jamaïque. La Jamaïque, c'est littéralement la Mecque de la musique, mais dans le sens le plus total du terme. Il y a des travaux qui ont été faits. Si tu veux remonter toutes les musiques modernes, stylées, à chaque fois, il y a un nœud jamaïcain. Ah ouais ? Mais je rigole pas. Je vais des Beatles, ouais, à la musique électronique. Tu reviens, tac, il y a un nœud jamaïcain. Entre la Jamaïque elle-même, New York et Londres. Où il y a une diaspora. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Je peux pas étaler là-dessus, m'allonger là-dessus parce que c'est trop long, c'est trop intéressant. C'est de la folie. Il y a une subtilité. Enfin, il y a un truc qui vient de la Jamaïque qui est quasiment mystique au niveau musical. C'est incroyable. Et donc, tu vois, c'est tout ce mélange-là qui fait que, parce que tu sais que Couleur, Grandmaster Flash et Afrika Bambaataa, les trois sont afro-caribéens. Tu vois, c'est pas des afro-américains. Tu vois, je suis quasiment sûr. Déjà, là, je voyais Grandmaster Flash, il était des Barbades. Exactement, tu vois, c'est des Afro-Caribéens. Ouais, c'est ça, il y a vraiment un truc, en fait. C'est trop drôle, en vrai, pour un sociologue, mais c'est une dinguerie. C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils sont heurtés par la violence économique et sociale dans laquelle ils se retrouvent, dans le Bronx. Et t'as Cool Herc, c'est Jamaïque. Exactement, tu vois. Ouais, non, c'est dinguerie. Vraie dinguerie. Ouais. Et l'autre côté, c'est qu'il y a aussi la violence urbaine à laquelle ils assistent, où leurs frères et sœurs s'entretuent. Tu vois, entre drogue et prostitution d'un côté, et gang et drogue aussi de l'autre côté, et violence policière également, laisse tomber. Je te passe les détails. Ah bah là, les vas-y, vraiment, voilà. Il n'y avait pas de caméra, rien. Ah ouais, je te jure. Pas de smartphone. Et il y avait même une complicité. Bref, c'est un truc. Je pense que malheureusement, moi, j'ai pas pu voir la série en entier
dans leur regard, là, When They See Us. Ah ouais. Moi, j'ai pas pu. Hein. Ah ouais. Tout de suite, j'ai pas pu. Sinon, j'allais devant. Tu deviens fou, en fait. Tu pètes les plombs. Et donc, tu vois, tout cet alignement de planètes va faire que Blackout, tous les magasins sont open. Et donc, il faut aller se servir. Et ça, c'est la meilleure idée de la Terre, en fait. Parce que ouais, il y en a, ils sont allés piquer du matos, quoi. Et ça, tu vois, c'est intéressant, quand même. C'est intéressant, ils sont pas allés piquer des baskets. Exactement. Ils sont allés piquer un petit peu de basket, surtout des survêtements. Ouais. En l'occurrence, Adidas. Ouais, c'est vrai, parce qu'Adidas, ça a été après... parce qu'Adidas, c'était cher. En fait, les survêtements de sport, et Adidas, d'ailleurs, c'est toujours cher. Ouais. Mais c'est drôle, mais elle est quand même la marque, quand on dit la marque aux 3 bandes, c'est le symbole du hip-hop. C'est vrai, qu'on le veuille DMC, mais qu'on le veuille Adidas, tout ça. Quand on va faire Flash et tout. Et en fait, ça y est, ça va être une icône. Même Adidas va essayer de rattraper en disant ouais, c'est vrai, on est Urban Wear. Ouais. Non, c'était pas prévu, les gars. C'était pas prévu. On vous a grillé. C'est comme Lacoste. Maintenant, Lacoste, il communique de ouf sur les rappeurs et tout. Oui. Mais pendant des décennies, il voulait pas. Ah, mais jamais. Regarde, Arsenic, il mettait partout du Lacoste. Mais même carrément sur la pochette d'album, ils avaient un crocodile. Mais c'est vrai, en plus, je me souviens très bien. Et Lacoste, il refusait le partenariat. Et puis maintenant que c'est devenu hype, alors là, ça y est, il déroule le tapis. Voilà, là, tu vois, c'est la bascule. On pourra pas aborder tout dans le détail. C'est vrai que c'est dommage, c'est frustrant. Mais d'ailleurs, il faudrait que je dise après, en plus en détail, là, j'ai vu la pétition de Change, et pour que je puisse expliquer aux gens. Mais vas-y, finis, et je vais expliquer après aux gens. Non, parce que et en fait, tu vois, justement, là, on est vraiment au fin fond de la rue. Il y a même. Alors, j'ai essayé de me renseigner, mais certains disent que c'est une légende. Moi, elle me plaît, parce qu'elle est drôle. Mais je pense qu'elle est vraie. Ça me surprend vraiment pas du délire new-yorkais. Ouais. C'est que comme il y a toute cette violence, il y a une forme de bien-pensance très d'ailleurs typiquement américano-protestante de se dire bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces sauvageons des quartiers populaires là, machin. Et donc quelqu'un dans la municipalité a dit écoutez, vous voyez les camions de marchands de glace, on va faire la même chose mais avec juste de la musique parce que la musique adoucit les mœurs. Donc, littéralement, ils ont mis un camion, tu vois, de marchand de glace, avec, il n'y a pas de glace, parce que ça sert à rien, et ils ont mis donc un truc vinyle, tu vois, un lecteur vinyle, et il y a le son qui passe. Sauf que, comme le quartier est dégueulasse, et complètement délabré et abandonné, toute la rue complètement cabossée. Et là, le scratch apparaît. C'est une des hypothèses, je crois que c'est une des légendes sur l'origine du scratch. C'est un truc de fou. Ouf. Parce qu'en fait, c'est des grands malades, ceux qui ont fondé le hip-hop. Parce que justement, ils prenaient tout. Tu vois ce que je veux dire ? Ils étaient réceptifs à tout. Donc, quand ils entendaient le bruit du scratch, ils faisaient « Hey !» C'est bien. C'est là où je veux en venir. La culture hip-hop est une culture fondamentalement intuitive. Elle est vraiment dans l'intuition, elle est vraiment dans le spontané, elle est dans le moment. Elle est dans l'improvisation, c'est le freestyle justement, mais c'est vraiment ça. Parce qu'elle est justement l'expression d'un art libre. Ouais, donc tu peux pas... coller d'un coup des normes académiques. Un cadre, on peut pas faire ça. C'est ce que disait Feyerabend en science. Hein. Même en science, il disait c'est dangereux. Trop de cadres pour la science. Feyerabend, un grand épistémologue et philosophe, dans un livre qui s'appelle Contre la méthode. Qui est excellent. Hein. C'est vraiment, vraiment très bon livre. Mais imagine, il dit ça en science, mais tu imagines bien pour le hip-hop, c'est évident. Oui. C'est l'ADN du hip-hop. Mais parce que le hip-hop, non seulement c'est une expression libre, mais c'est une expression libératrice. Elle est là pour libérer les gens. Mais vraiment, la culture hip-hop est une culture qui a sauvé des vies. Je le dis, elle a sauvé des milliers de vies. Elle a fait sortir des gens des gangs. Elle a fait écarter des gens de la drogue. Mais vraiment, c'est pour ça que le hip-hop, c'est plus que simplement un style musical urbain. Non, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et quand je vois Akhenaton en parler, je sais ce que ça représente pour lui, tu vois, mais parce que il fait partie des rescapés de cet esprit. Mais oui, et c'est pour ça que d'ailleurs je le dis vraiment aujourd'hui que il n'est pas adapté de qualifier les rappeurs et ceux qui s'estampillent hip-hop d'aujourd'hui comme c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même. Par exemple, littéralement, parce que je voyais ça sur une excellente TikTokeuse qui parlait de ça, qui parlait du rap d'aujourd'hui. Non, en fait, le hip-hop ne peut pas être misogyne. Le hip-hop ne peut pas dire des trucs dégueulasses en fait sur les gens et sur les femmes. Le hip-hop ne peut pas faire des références sur la violence et sur la violence et les armes en la magnifiant. C'est le contraire en fait. Le hip-hop, c'est littéralement le contraire. Et tu sais, vraiment, d'ailleurs dans The Get Down, on le voit super bien. Tu sais que la norme dans les battles qui fait qu'on n'a pas le droit de se toucher. C'était justement c'est un génie. Moi, je trouve que c'est du génie parce que c'était une manière d'apprivoiser la violence à tel point qu'on apprivoise même le corps. Et cette contrainte du contrôle du corps amenait à des postures athlétiques de très haut niveau. Voilà, c'est ça le hip-hop. Un peu comme la capoeira. Mais exactement.
Tu sais, le fait du coup de pied, mais que tu arrives à retenir. Ouais. Déjà, il faut une musculature de barré. Et puis, c'était parce que je crois qu'ils n'avaient pas le droit de se battre. Tout à fait. C'est des esclaves brésiliens. Exactement, avec les colons portugais. Et à peu près la même histoire avec le penchak. Hein. Ah ouais, d'accord. L'art martial, où à un moment donné, pour cacher le fait que. Interdiction d'art martial. Ouais. Donc, pour le cacher, on danse. On fait semblant de. Ouais. Donc, du coup, ça crée une harmonie. Mais c'est un truc de fou. C'est dingue. Tu vois, c'est pour ça que, encore une fois, il y a trop de choses à dire, mais au moins revenir sur ce truc-là, c'est que le hip-hop est né dans la spontanéité, dans la liberté et dans ce rapport justement intuitif, comme je disais, au monde, et qui doit en fait rester dans ça. C'est pas pour faire un délire conservateur, c'est parce que c'est son ADN, tu vois. Et aussi, il a un message en fait que toute structure va finir par contenir. En fait, c'est un art libertaire. Dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il est libre, veut être libre et amène les gens à la liberté. Et donc même, en fait, défie les cadres. Parce que tu vois, c'est de cette contrainte que je t'ai dit de bloquer la violence qu'on a réussi à développer des gestes incroyables. Et précisément, c'est la créativité des freestyles, des battles, etc., qui a amené en fait à ce qu'on appelle justement les b-boys et les fly girls, parce que ça on oublie de... Et ça aussi, c'était un art tellement égalitaire qu'au niveau du genre, c'était un des espaces mixtes les plus sains qui soit. Il faut se rendre compte, je trouve ça toujours remarquable parce qu'on n'en parle pas assez, même certains gens ne le savent pas, mais ce que ça a pu produire comme esprit, quand tu lis la charte qu'Afrika Bambaataa a rédigée de la nation Zoulou, qui était une sorte de Zulu Nation, ouais. Mais oui, qu'il a voulu composer. Avec des chapters, etc. Il y a l'oncle d'un de mes potes qui s'appelle Jaïd Sedak, que j'embrasse. Jaïd, il était... je sais plus comment on appelle ça, mais responsable du chapter Europe de la Zulu Nation. Je te présenterai. Mais avec un immense parce que lui, plaisir. il connaît très bien Afrika Bambaataa. Et quand tu vois le projet d'Afrika Bambaataa, mais en vrai, c'est révolutionnaire. Ah, mais c'est niveau franc-maçonnerie. Hein, c'est vraiment. Mais plus ultime. Et de se dire aussi, pareil, c'est ce qu'il y a. Comme ça très tôt été en convergence avec aussi, parce que ça c'est vrai, c'est très bien montré dans The Get Down également, le lien avec les milieux gays new-yorkais qui ont précisément permis, ils ont été des passeurs de hip-hop. Parce que en fait, pour que le hip-hop rentre dans le dance floor, comme on dit, parce que dance floor, tu crois que les pauvres ils y vont? Bah non, en fait, on va pas. Exactement. Et donc en fait, ça a amené des sonorités plus libres d'ailleurs, parce que même dans les dance floors, comme on dit, tu sais qu'on passait on passait du Diana Ross, justement. On passait des classiques, entre guillemets, des classiques de la funk, de la soul, etc. Mais on n'osait pas. J'adore, il le répète souvent dans la série. Il dit, quoi ? Une musique qui se base sur celle des autres ? Mais ça peut pas marcher, ça. Tu vois ? C'est trop fort. Sauf que ça s'appelle la French Tech aujourd'hui. Ou la French Touch, pour revenir sur Daft Punk. Daft Punk, c'est du 7000% de sample, en fait. Ouais, c'est vrai, en plus, One More Time, tout ça. Alors qu'ils sont au sommet aujourd'hui. Le niveau musical, c'est des icônes, mais et tout ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit hip-hop. Ouais. C'est le hip-hop qui a ça. Tu sais que l'un des premiers noms musicaux qu'on a donné à la musique hip-hop, c'est Electronic Funk. Ah, d'accord. C'est en gros, ils reprenaient des samples de funk et ils reprenaient des samples de musique électronique émergente qui venaient à peine d'apparaître en Allemagne. Ah non, mais tu vois, enfin, c'est pour ça que c'est une dinguerie. Tu peux pas enfermer ça dans un institut. Tu peux pas enfermer ça dans un diplôme. Tu peux pas bloquer ça avec des canons. Bah non, c'est ça. Et justement, là, pour donner un peu plus de précision à ceux qui nous écoutent concernant cette proposition de loi, plus de précision, en fait, alors, ce que contient cette loi, donc c'est l'obligation d'un diplôme niveau bac plus 3 pour l'enseignement des danses de rue, avec une volonté d'évoluer vers les autres danses. J'ai envie de mourir quand j'ai... Oh mon Dieu. Ouais. Oh mon Dieu. Amplification des contrôles de la DRAC. Je sais pas ce que c'est la DRAC, c'est une division régionale. D'accord. J'imagine. La validation des acquis, une VAE, une demande de casier judiciaire vierge. Bon, ça ils ont dit c'est légitime, ils ont mis une formation au premier secours. Ça c'est cool. Mais pour tout le reste, voilà, relou. Problématiques multiples relevées par tous les acteurs du hip-hop. C'est la validation par des institutions qui ne nous connaissent pas, dans lesquelles nos communautés sont stigmatisées. Qui va nous valider ? Carrément. Qui va valider des profs hip-hop. C'est carrément ça. C'est pas des gars du hip-hop, c'est mort, hein. Ouais. C'est pas hors de question. Du coup, tes gars hip-hop, comment ils sont certifiés ? Voilà. C'est l'œuf ou la poule. Là, mais c'est littéralement ça. L'obligation du diplôme qui n'a jamais été nécessaire jusqu'aujourd'hui pour enseigner nos arts nés dans la rue, les clubs ou au sein de nos communautés. Absolument. C'est ce diplôme qui donnera du crédit pour travailler au sein des institutions et pas nos expériences déjà bien réelles.
Oui, ça aussi, c'est ça. Ça va exactement. Et ça, c'est intéressant parce que sociologiquement, la gentrification de notre culture accessible aujourd'hui au plus grand nombre. Oui. Oui, tout à fait. Parce qu'à la fin, ça va finir sur la scène musicale, avec des places à 120 balles pour pouvoir voir un spectacle de hip-hop, hip-hop concept, etc. Ensuite, tu vas voir un artiste du 16 qui est un danseur incroyable, qui mélange ses influences jungle et urbaines. Ça va être atroce. Atroce. Mais c'est ouf. Mais vraiment, c'est des grands malades. En gros, j'ai presque envie de résumer, donner des sous à Juste Debout et laisser les choses se faire. Je te jure. Vous voulez bien faire, faites ça. Donnez des sous à Juste Debout. Et j'ai presque envie de dire, donner des sous rétroactivement. Tu vois, tout ce qu'ils ont déjà fait. Ouais, exactement. Mais tous les gars qui sont... qui ont représenté le pays. Franchement, en plus, ils ont représenté la France plusieurs fois. C'est Bruce Kanji, d'ailleurs, que j'embrasse et on pourra rentrer en contact avec lui pour lui demander, d'ailleurs. Ah, magnifique. Non, franchement, Debout, j'ai un respect. C'est l'exemple typique, une institution internationale. Des gens de Corée, de Japon, viennent au Juste Debout. Et d'ailleurs, ça aussi, cette influence qui est internationale, elle est incroyable. Bah ouais. Reconnue par tous les ghettos, c'est un truc de fou. Oui, la France, au niveau du hip-hop, absolument. Elle a été dans les plus côtés. Hein. Tu vois, regarde le Pokémon Crew. Les Lyonnais là, qui font du break, dont Brahim Zaibat, et eux, ils ont gagné des tournois internationaux. Les Twins, qui sont la référence. Et j'aime trop, mais tu sais, même la transparence du jury, sur quoi il évalue, etc. Bien sûr. C'est génial. Et puis vraiment. Après, ce qui est trop drôle, c'est de voir comment les Coréens et les Japonais trônent aussi parmi les meilleurs. Mais oui, c'est un truc de fou. Mais parce que là aussi, tu vois. Là, c'est de la synchronisation, elle est incroyable chez eux. Ah ouais. Parce que nous, il y a toujours un gars, il est un peu plus lent que l'autre, mais c'est pas grave, parce que l'ensemble, il y a du flow. Et puis, nous, on est en mode, oui, mais chacun fait son move avec son flow, machin. Mais alors, eux, t'as l'impression que c'est de l'IA. C'est du clone. Non, c'est de l'IA. C'est tout. Genre, l'autre, il ouvre son œil comme as, ils l'ont tous fait comme as. Non, mais ils ont une rigueur, elle est flippante. Mais ce qui est génial, c'est que justement, on parlait de réappropriation culturelle, parce qu'on pourrait se dire, mais il n'y a pas de ghetto au Japon, il n'y a pas de ghetto en Corée du Sud. C'est vrai. Mais sauf que justement, il y a un truc qui est assez lié à l'anthropologie d'ailleurs, d'Asie en général, et en particulier pour la Corée du Sud ou le Japon, c'est qu'en fait, ils ont l'humilité de considérer précisément comme un art ultime le hip-hop et de se dire on va devenir on va être des élèves en fait. Et sauf que pour eux on est élèves jusqu'au bout, donc on apprend, on va au maximum, et ils travaillent et c'est ça, mais je trouve ça fabuleux, c'est un exemple magnifique en fait. Et il y a un dernier point là qui est dans les problématiques. C'est le flou sur les spécificités de chaque danse et de leur système déjà présent, mais l'incroyable clarté sur les sanctions pénales encourues. Donc en gros, on a un flou sur les spécificités, les attentes, etc. Voilà, c'est ça. Par contre, sur les peines encourues, ça, il n'y a pas de flou. C'est 15 000 € d'amende pour avoir enseigné sans ce diplôme. Fermeture administrative, etc. Voilà. Non, mais c'est scandaleux. C'est complètement scandaleux. Non, franchement, c'est ouf. Non, mais en gros, je sais les prétextes, machin, pour qu'on soit clair, je sais les prétextes sur la question des assurances, parce que oui, en fait, c'est physique, donc comme truc très physique, il y a des risques. Ça c'est clair et net, des risques de blessures et tout, parce que c'est attention, surtout le breakdance, parce que le breakdance, c'est une des branches du hip-hop. Briser la nuque quand tu tombes sur il y a des mouvements athlétiques qui sont de haut niveau en plus. Mais ça existe depuis combien de temps? Franchement, il y a pas eu il y a pas d'hécatombe. On n'a pas fêté les 50 ans du hip-hop là. Je crois que l'année dernière. Donc 79, c'est ça, ce serait donc 79. Ah, c'est 79. Ah, je crois que c'était. Pour moi, c'est pas plus vieux. Moi, c'est 79, tu vois. Donc 2019, ça fait quoi, parce que je pensais que la dernière fois au Grammy, ils avaient mis en avant, ils avaient fait venir tous les rappeurs et tout, parce que c'était les. C'est pour ça qu'après j'ai une allergie. Encore une fois, moi j'ai un peu une allergie, mais on le sait même, tu vois, IAM, etc. Sur les victoires de la musique, on sait que les gars, non, en fait. Les 50 ans du hip-hop. Donc il estime en 73, c'est ça? Ils estiment que c'est 73, non, ça fait ça, 73. Parce qu'ils avaient fait venir tous les rappeurs, 100 rappeurs, je crois, au Grammy. Ils avaient chacun fait un medley et tout, c'était ouf. Et encore, en plus, ce qui est fou, c'est qu'ils sont encore là, tu vois. C'est comme Master Flash. Il y a dans The Get Down, pas si vieux, tu vois. Dans The Get Down, il y a Nas. Qui lui, la deuxième G, en fait, on va dire, c'est une sorte de deuxième génération du mouvement hip-hop. Lui, c'est un rappeur hip-hop pour de vrai. Tu vois, il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres, attention quand je dis ça. Mais c'est pour ça, c'est pas pour discréditer les autres. Je parle de ceux de maintenant, j'ai pas envie de donner les noms pour pas que ça fâche des gens. Mais c'est autre chose. J'ai juste envie de dire, appeler ça autre chose. Regarde, 73,
DJ Kool Herc. Ah, voilà. Innove par une chaude soirée d'août 73, Kool Herc est derrière les platines d'un bloc party organisé dans le Bronx pour la rentrée scolaire. Donc tu vois, 73. C'était... Ah, ils ont situé là-dessus, je comprends. Ok, je comprends. Ah ouais, c'était d'accord. chez lui et tout, il y avait sa mère et tout. Non, mais il le montre bien dans ce Gundam. Non, c'est une très belle... En plus, c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Franchement, on vous invite à regarder. Tu nous as ramené des livres. On va finir là-dessus quand même. Oui, c'est une vrai. petite référence. Là, c'est Les Mondes de l'Art de Baker, qui justement, en fait, parle très bien, déjà bien avant le hip-hop, mais et aussi un petit peu après, et même après, pas mal après, sur cette fameuse question de la fabrique en fait de l'art dans les milieux populaires, le fait que les gens qui vivent dans les milieux populaires ne sont pas simplement dominés par un art qui est reconnu comme légitime. Ça, ce qu'on peut retrouver, d'ailleurs, j'ai oublié de le prendre, c'est un peu le discours de Bourdieu qui est intéressant en réalité, qui est intéressant et pertinent quand il dit que justement le problème des effets de mode et que en fait, c'est le cas de la loi. Là. Tu vois, la loi, c'est précisément ce que... Donc là, c'est le monde de l'art. C'est ce que Bourdieu appelle les règles de l'art. Où il dit, en fait, les dominants, c'est eux qui déterminent l'art quand il est légitime. Et là, c'est exactement ce que veut faire cette loi. Elle dit, je vais vous dire ce qu'est le hip-hop légitime. C'est ce qui passe par les diplômes. Et lui, il dit que c'est souvent comme ça. Mais Baker dit qu'il y a quand même de la résistance. D'accord. Et que de cette résistance même naît une culture. Et c'est là qu'on arrive sur les cultural studies. Là, c'est une introduction de Armand Atlar et Neveu. Je ne sais pas s'il est encore disponible, ce bouquin. Introduction aux cultural studies, parce que c'est une bonne introduction, mais le mieux, c'est plus direct, c'est de lire La culture du pauvre de Hogarth. D'accord. Ouais, La culture du pauvre. C'est le livre qui va introduire les cultural studies. Les cultural studies, c'est ce qu'on appelle les études culturelles. C'est l'idée de voir justement que les espaces dits dominés, pauvres, populaires, etc., ont une capacité de créativité, ont une capacité d'agentivité. Ils peuvent agir sur la réalité en produisant quelque chose qui leur est propre. Et en fait, ça montre que les schémas de domination ne sont pas aussi univoques. Ça ne va pas que dans un seul sens. Et t'as un exemple majeur, hein, le jazz. Le jazz, c'est né dans les milieux ghetto afro-américains et même judéo-américains, parce qu'il y avait pas mal Baker, par exemple, parce que les Juifs étaient dans des ghettos aussi. Hein, mais c'est vrai que c'est marrant parce que par exemple, en France, c'est vraiment les Juifs qui ont apporté une partie de la culture américaine, genre les Teddy, bien sûr. les Jordan, etc. Parce qu'il y avait même, je crois, un livre là-dessus qui montrait les similitudes entre, les liens qui unissaient les communautés noires américaines et juives new-yorkaises. Mais oui. C'est ultra. Tout à fait. New-Yorkais et même de Chicago. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est super important. C'est pour ça que, encore une fois, elle est trop belle l'histoire du hip-hop, parce que c'est d'ailleurs quelques producteurs qui ont aussi réussi à se débrouiller d'origine juive, en l'occurrence des fois maghrébines, qui ont eux, ont tout de suite accepté. Enfin, tout de suite, ils ont mis un peu de temps, mais ils ont accepté en disant ouais, on va vous produire et tout, c'est pas mal ce que vous faites, le hip-hop, etc. Et ça a permis de aussi. Et c'est ça qui est super intéressant. L'histoire du hip-hop, c'est l'histoire d'une production des marges, donc de gens qui sont à la marge de la culture officielle, de la culture musicale officielle aussi, parce qu'encore une fois, ça coûte cher de faire de la musique, hein. Ah oui. Il faut du matos, hein. Faut du matos. Je te confirme. Il faut vraiment du matos. Je te confirme. Donc c'est ça le truc, c'est qu'eux, ils ont improvisé avec rien, ou en tout cas avec des trucs qu'on a récupérés parce que c'était ouvert. Voilà, on l'a emprunté de manière longue, très longue. Et ça, en fait, c'est très fort de se dire ça. Et de se dire que, en fait, si on avait donné accès à ça à tout le monde, ça aurait pu... je termine là-dessus. C'est ce que dit Bourdieu. Ce n'est pas parce que vous voyez un groupe de personnes ou un peuple ou une nation faire tout le temps la même chose que ça signifie qu'elle est faite pour ça. Car vous devez, en fait, interroger ses disponibilités. C'est qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'autre si elle pouvait le faire. Tu vois ? En gros, c'est pas parce que il n'y a pas de grand nom de l'astrophysique d'origine africaine, il y en a un, mais il y en a pas beaucoup, il y en a vraiment pas beaucoup, que ça veut dire que les Africains savent pas ce que c'est que l'astrophysique. Qui ne sont pas rentrés dans l'histoire. Ouais, exactement, qui regardent pas les étoiles. Ouais. Parce qu'un grand observatoire en Afrique, il y en a pas tant que ça. Il y en a un, mais il y en a pas tant que ça. Tu vois ? Or, donnez-leur des observatoires et on verra, en fait, ce que ça va donner. Tu vois, donc c'est ça en fait le truc, c'est les disponibilités et les pratiques culturelles, c'est tout ça que ça interroge, et c'est un vaste sujet super intéressant. Non, mais c'est trop bien, mais je suis content qu'on ait abordé ce sujet, parce que ça me donne une idée. Je pense qu'on pourrait faire un épisode, mais alors là pour le coup je me renseignerai, ou soit je ferai venir quelqu'un qui s'y connaît bien dans ce domaine, c'est nous parler de la différence entre théâtre privé et théâtre public. Ah ouais. Parce que moi qui commence à mettre mon nez tu m'en avais parlé, je me rends compte que le théâtre privé, c'est le théâtre dans des salles privées qui sont pas subventionnées par l'État, et le théâtre public, c'est souvent un petit cercle, c'est un sérail où pour rentrer, faut être adoubé, faut sortir du conservatoire, etc. Et il y a très peu d'élus.
Mais par contre, quand t'es élu, tu te mets bien. T'as des budgets faramineux pour peut-être 10-15 représentations. J'ai le sentiment qu'ils veulent aller là-dessus avec le truc du hip-hop, justement. Ah, mais oui, c'est ça, tu vois. Parce que là, je lisais sur un autre article, il disait qu'en fait, en gros, ils veulent encadrer la pratique de la danse au même titre que la danse classique, le modern jazz, le contemporain, etc. Mais qui a proposé ça, en fait? C'est qui à l'origine du projet? C'est qui ces gens? Alors, à l'origine du projet, c'est... Fabienne Colboc, députée d'Indre-et-Loire, et Valérie Bazin-Malgras, députée de l'Aube. Je te jure, elles se sont chauffées. Allez, je sais pas. Allez, à fond le hip-hop. Il y en a une, elle a dû sortir avec un prof de hip-hop. Il la tège. Ouais, c'est de ça, en fait. Ou alors il l'a trompée. Et elle s'est dit, bizarre, je vais te niquer ta life. Ainsi que celle de tous les tiens. Ouais. Non, mais... Je ne veux plus jamais de prof de hip-hop. Ah ouais, non, mais... je sais pas. Il y a une vengeance là, il y a du revenge. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. Ah ouais, bon écoute. C'est aussi toujours la même chose, les lois qui sont à l'initiative de gens qui sont même pas concernés. Tu fais mais laisse les gens tranquilles en fait. Hein. Continue de dormir. Hein. Ouais, t'es payé et tout. Continue de dormir à l'Assemblée. T'es payé, va au resto du Sénat là et mets-toi bien. C'est tout. Franchement, et nous la paix. Non, bah, en tout cas, c'était trop cool de pouvoir discuter avec vous et Dr H. Merci à toute l'équipe. À la réalisation au montage, ma chérie Gaëlle. Au son, on a Gaëlle aussi qui était là. À la lumière, on remercie Gaëlle qui a fait un taf incroyable. Sur le setup, la déco, Gaëlle et toutes ses équipes. Et puis on se retrouve. Et puis là, il y aura le montage qui va arriver là. Et c'est Gaëlle qu'on embrasse, qui va s'en occuper. Merci à Mani qui a fait toute l'émission avec nous. Je crois que ça, pour une fois le hip-hop, ça le parle. D'habitude, il se barre après le mezzé, mais là, il est venu que pour ça. Hip-hop, c'est ma cam. Merci Mani. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre CKR. Ciao, ciao.